Bonjour à tous, bienvenue sur votre nouvelle émission de basket. Plus tout à fait nouvelle parce que maintenant elle a 1 mois et demi. Temps mort avec un seul doigt parce que sinon c'est faute technique. À chaque émission on va la faire ça là pour essayer de vous apprendre des petites choses, etc. Les petites subtilités. Merci pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, merci pour ceux qui sont là depuis le début. Temps mort, c'est une émission de basket qui parle de basket avec passion, détermination. Je vais pas vous la refaire là, je suis plus calme. Abnégation, tous les trucs en union. Vous savez qu'après, il y a un petit épisode de prolongation où on prolonge le plaisir, où on va sur quelque chose d'un petit peu plus culture du basket, un autour du jeu. Exactement, tu vois. Un peu plus subtil. Les hommes des raffineries, tu vois. On sent les Texans. Je suis DJ Flexta, un gars qui fait des vidéos. À ma droite, j'ai l'homme qu'on appelle Mills ou le flic de Beverly Mills. De toute façon, moi maintenant, Beverly Mills, Patchy Mills, Mick Mills, les Cousins 6. Voilà. Paul Millsap. Paul Millsap. Voilà, pas exactement. Voilà. Non, mais Flexta, tu te présentes comme un mec qui fait des vidéos, mais tu resteras DJ Flexta Kim The Dream. Ok. Donc, ça, je pense que ça va devenir l'appellation officielle bientôt là, sur l'émission Temps Mort. Ok, ça veut dire que mes mouvements latéraux sont... Avec le Dream Shake, avec la vision de rêve aussi, parce qu'il faut avoir une vision pour faire un show qui allie culture et basket avec autant de passion et de justesse. Tout ça. Donc voilà, non, mais on commence doucement. Bon, j'ai bien fait de venir. À ma gauche, mon frère d'une autre mère, le meilleur shooter que je connaisse. L'unique. Mon Steph Curry perso. Voilà. Mais vraiment, sur mon téléphone, quand il m'appelle, c'est la photo de Steph Curry, tout ça. Non, c'est pas vrai. Angelo Tsagarakis, le tsar, lui-même, entraîneur, grand joueur, avec une carrière, laisse tomber, sélectionneur, les superlatifs me manquent pour décrire la carrière de ce monsieur. Non, mais vraiment, commentateur, sport en France. Pour avoir un boost d'ego, faut venir ici, hein. Non, franchement, continue, ne t'arrête pas, continue. Dans la génération. On est dans la générosité. Aujourd'hui, on n'est pas seul. Vous-même, vous savez qu'on a toujours un invité qui est dans la culture du basket, qui est passionné de basket, qui aime le basket. Toujours un invité de grande qualité. Exactement. C'est un rappeur. C'est un artiste. Écoutez, c'est le rappeur le plus quinri des rappeurs français. On lui a souvent reproché. Véridique. Nous, on fait partie des gens qui l'ont toujours donné ses fleurs par rapport à ça. Il nous vient de Deutschland. Comme notre ami de Denis, qui nous a fait mal. Enfin bon, on leur a bien rendu la monnaie de la pièce. Le grand, l'unique, le seul, Monseigneur Mike est dans le building. On peut l'applaudir. Les fleurs. C'est important. Allez écouter son dernier projet, c'est une dinguerie. Allez écouter le dernier projet. J'ai pris le temps de l'écouter, de l'analyser. C'est du rap d'adulte. Ouais, comme on voilà, c'est pas pour les âmes sensibles. Exactement. Disons les choses, disons les termes. Bon, les amis, aujourd'hui on a du taf, on a pas mal de choses à voir. Clairement, Angelo, là, on va te laisser cook sur les premières minutes. Là, avec Mills, on va faire le duo de choc. On va faire un petit tour d'horizon du basket français. On a parlé des demoiselles dans l'épisode précédent. On va bien entendu être dans la continuité parce qu'on va pas faire comme si ça nous intéressait pas. On en a parlé, c'est que ça nous intéresse. Donc il y a eu les premiers quarts de finale de la Boulangère Wonder League. On va débriefer ça. Mais j'avais envie, Flexta, de quand même éduquer un peu les gens ou partager des informations vis-à-vis du championnat Espoir Élite qu'on laisse un petit peu de côté. Tu vois, Mike, c'est un championnat un peu obscur parce que ça reste des U21, mais au final, un petit peu à la même échelle que la NCAA qui est fournisseur officiel de talent, que ce soit dans les championnats européens ou en NBA, bien entendu. Bah, nous, on a quand même quelques joueurs issus de ce championnat Espoir Elite qui officient ou en Pro B ou dans le meilleur championnat français qui est la Betclic Elite. Et puis... débriefer un petit peu de la situation au niveau de la Betclic Elite où il y a maintenant, je pense, une image assez claire des 10 équipes qui vont se qualifier pour les play-in et les play-offs, même s'il y a encore Nanterre qui a son mot à dire, et ça nous permettra de transitionner sur on va dire le focus au niveau des équipes françaises de la semaine, qui est Nanterre, qui va jouer un quart de finale potentiellement historique pour essayer de décrocher un final fort à la maison de Basketball Champions League. Donc, on commence par les demoiselles, toujours galant, ça toujours. C'est parti. Bon, au niveau des quarts de finale, en fait, pour donner un peu une sorte de perspective, tous les favoris se sont fait chicoter d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que les équipes supposées gagner avec facilité, ou en tout cas qui étaient grandes favorites de leur série, eh bien,
pas aussi facile qu'on aurait pu l'imaginer. Chicoté carrément. Chicoté. Bah, imagine, Bourges qui a été archi-dominatrice pendant la saison régulière, qui gagne de 2 petits points à l'arraché sur le parquet de Tarbes. Bon, ils vont aller à domicile et probablement terminer le boulot comme il se doit, mais on peut quand même donner beaucoup de crédit à cette équipe de Tarbes très accrocheuse. On va parler de cette série entre Basketland et Lyon qui est absolument indécise. Déjà, les 2 confrontations entre ces 2 équipes pendant la saison régulière ont donné face à des matchs qui se sont terminés avec moins de 3 points d'écart à chaque fois. Et on arrive donc sur un match coup près, premier match des quarts de finale où Lyon a failli créer la surprise en gagnant, sachant que Lyon est 7e au classement de la saison régulière, donc ils jouent contre le 2e de la saison et ils perdent sur un shoot assassin de Leila Lacan qui met à mort, entre guillemets, leurs espoirs de victoire. Mais vu la proximité entre ces 2 équipes, on peut se dire que le match retour, bah, rien n'est acquis, puisque Lyon a déjà été en capacité en saison régulière de venir se positionner pour gagner le match. Donc pourquoi pas un match 2 ? Hâte de voir la suite. Et puis pour les 2 autres séries, eh bien Charleville-Mézières-Montpellier, qui était supposé être une série super équilibrée, Charleville-Mézières a éclaté Montpellier. 90-72. Exactement. 90 points, faut les mettre. Hein. Déjà, faut les mettre. Faut les encaisser. Et puis surtout, Charleville a vraiment eu une adresse extérieure spectaculaire, une maîtrise dans le jeu, et j'ai trouvé Montpellier très plat dans l'énergie, une Romane Berniès assez méconnaissable, que j'attendais beaucoup plus agressive. Mais, gros mais, Colline Franchelin s'est fait une grosse entorse dans les premières minutes du match. Aïe. Et en plus, Colline Franchelin qui a été appelée dans le groupe Largy de l'équipe de France, 25 joueuses qui ont été appelées dans le cadre de la préparation pour l'Eurobasket. Et Colline Franchelin, c'est le poumon de cette équipe. Le problème, c'est que ça force Amel Boudera à jouer beaucoup plus que ce qu'elle n'a joué cette saison. Amel Boudera n'avait pas fait un seul match à plus de 28 minutes cette saison. Donc là, elle a été obligée d'en jouer 34. En play-off. Match retour qui arrive dans quelques jours. Aïe. À voir. Donc déjà, bon rétablissement à Colline, pour qui on espère bien sûr que c'est rien de grave. Et à l'extérieur, jamais évident, mais Montpellier quand même va devoir faire une sacrée affaire parce que comme tu l'as dit, 16 points d'écart. Et puis 90 points encaissés. Ouais, c'est... Et on va finir Mills avec la dernière série qui est donc Charnay et Angers. Angers qui arrive à faire le gros coup en gagnant de 11 points. Les Angevines, elles ont un petit peu gâché leur match. Elles auraient pu gagner avec un écart supérieur à 15 points. Et au final, un petit relâchement, mauvaise gestion en fin de match. Donc, Charnay qui réduit l'écart, ça va être la fournaise du côté de Charnay sur le match retour. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Mills, mais voilà un petit peu le bilan de ce qui s'est passé en Ligue. En soi, tu as bien résumé quand même les 4 matchs. On sait que Bourges, qui sont ultra favorites, on sait, 3 défaites sur toute la saison. On sait qu'elles sont allées loin aussi en Euroleague, etc. Ouais, elles ont été dans le Final Six. Ouais, ça a failli sortir. Enfin, ça a été très compliqué, l'équipe de Tarbes. On sait que, on parlait de la dernière fois avec NJMM qui va jouer peut-être ses derniers playoffs. C'est peut-être son dernier match à venir, là. Etc. Ouais. Donc, elles ont pu compter encore une fois sur leur MVP actuel, Kariata Djabi, qui fait un match énorme pour les sauver parce que même malgré le match énorme, c'est qu'une victoire de 2 points. Après, tu l'as dit, c'est un match à l'extérieur. Ouais. On sait qu'à domicile, ça va être très compliqué, voire impossible pour Tarbes de prendre le match. Tu penses quoi de ce format, Mills, au niveau donc c'est en 2 manches, et c'est le moins bien classé qui reçoit en premier. Tu penses que c'est un avantage ou un désavantage je pense que justement, ça permet de créer une... On sait que quand une équipe qui est pas censée gagner, gagne en première, on sait que ça peut créer carrément une euphorie. On sait que ça peut être très compliqué justement pour le premier justement qui reçoit au retour, de se dire, il faut savoir d'abord gérer l'aller. On sait qu'ils vont arriver avec une équipe qui n'ont rien à perdre. Tarbes, ils ont rien à perdre concrètement. Bien sûr. Voilà. Si elles battent Bourges, c'est un exploit. Si elles perdent, on va dire qu'elles étaient meilleures tout simplement. Donc voilà, là, elles ont 2 points d'écart. Elles ont quand même géré, même si tout le match, elles ont quand même dominé et que Bourges, après, à la fin du match, est passé devant comme les favorites qu'elles sont parce qu'elles ont mieux géré la fin du match. C'est dommage pour Tarbes parce que je pense qu'elles auraient quand même pu prendre le match malgré qu'on n'y pensait pas au début du match. Donc pour le prestige, même si on pense quand même que Bourges va passer, tu crois dans les chances de Montpellier de renverser la vapeur? Parce que là... Ça va être compliqué. Moi, je pense que ça va être compliqué. Je pense que la série a
on peut regarder quand même, c'est Lyon-Land, quand même, on a vu, c'est passé au buzzer, hein. On a vu comme Dominique Malonga qui a encore assumé son statut encore de future joueuse WNBA, en double-double, 21-13. Ouais. Elle est pas passée loin de la victoire de faire remporter son équipe, Bien même sûr. si on sait que Land était favorite. Donc ça veut dire que le match retour va être encore de plus en plus important. Mais c'est surtout Angers, en fait. Angers qui était 6e, du coup 6e, qui est parti gagner Qui gagne la maison, gagne à ouais. domicile de 11 points. Donc, ça veut dire que le match retour, Charnay vont mettre les bouchées doubles pour justement déjà rattraper l'écart et passer devant. Ouais. Donc, je pense qu'on aura un bon match pour le match retour et je pense que les playoffs, là, féminines, Mais pour compléter, la clé, je pense, pour Angers, elles ont fait il y a eu un plan de jeu d'Aurélie Bonan. D'ailleurs, bisous Aurélie, la copine. Aurélie Bonan qui a mis en place une défense très très haute, Mills. Hein. C'est sorti très fort sur les écrans. Flexta, il y avait Monique Aquamakani qui a été élue dans le 5 de la saison régulière. D'accord. Et qui a été tout simplement asphyxiée défensivement, même si elle sort une très belle prestation globale, hein, puisqu'elle est toujours dans la création et elle fait beaucoup de choses positives pour l'équipe. Mais ça sortait très fort sur les écrans, quasiment des prises à deux systématiques. Et ça a empêché Monique de prendre un rythme qui, généralement, met sur les bons rails cette équipe de Charnay. Je pense que c'est surtout en plus que le fait qu'elle a quasiment joué tout le match, le fait de l'avoir asphyxiée, fatiguée, etc., je pense que ça a justement baissé sa production. Et en tout cas, au niveau du scoring, pas au niveau de la création. Oui, mais du scoring. Et je pense que justement, elles vont devoir trouver la solution au retour. Enfin, justement, mardi 22. Elles vont devoir trouver la solution justement pour impliquer un peu plus Monique offensivement en termes de scoring. Pour justement, parce que là, elles ont besoin de points. Parce que là, c'est pas juste gagner le match. C'est gagner de plus de 11 points. Ouais. Mais tu sais, hein, il faut pas oublier, elles ont shooté à 3 sur 22 à 3 points. Ouais. Ce qui veut dire aussi que les tirs ouverts, il y en a eu. Il y a eu une faillite. Retour à la maison dit probablement une adresse bien meilleure. Et on peut potentiellement voir cette équipe de Charnay dans le dernier carré. Bon, ça c'était pour les demoiselles. Prochaine journée, le 22. Oui, donc là, c'est les quarts de finale retour en direct sur Sport en France. Vous aurez l'opportunité d'entendre ma voix mielleuse en compagnie de Lucien Jarran et de Lucas Nico et de Fred Weiss, le quatuor infernal. Donc, vous savez où suivre tous les matchs dans leurs intégralités, tous les playoffs jusqu'à la finale. Donc, Ok. Espoir Élite. Espoir Élite. Espoir Élite. Alors, on va pas s'attarder sur qui domine en championnat ou autre. Bourg-en-Bresse va probablement dans les prochains matchs valider officiellement son titre de champion de France. Hein. Il y a un titre de champion de France qui est donné à l'équipe qui finit première de saison régulière. Mais l'actualité, quand on parle des espoirs, c'est généralement cet événement un petit peu qui ressemble à la March Madness en NCAA. C'est le trophée du futur. On en parle souvent. C'est une institution dans le basket français et dans le contexte de la formation française. Et le trophée du futur, qu'est-ce que ça implique? Ça implique les 7 premières équipes du championnat, hein, donc de 1 à 7, et le champion de France Pro B, qui vont se rejoindre tous du côté de Bourg-en-Bresse les 30 mai et 1er juin à venir. Et j'ai eu l'opportunité de commenter hier un super match du top 4 hein, entre... Mais décidément, tu ne t'arrêtes pas. Je ne peux pas, c'est malatif, je ne peux pas. Voilà, le commentateur. Peu importe le basket, donc même les espoirs, ils passent. Et on a vu cette équipe du Mans avec un Bastien Grassoff, petit frère de Loïs Grassoff, qui a joué donc de nombreux matchs avec un impact certain pour l'équipe première, qui fait partie de cette équipe qui a gagné donc la Leaders Cup hein, en battant Monaco. Et d'ailleurs, les minutes proposées par Loïs Grassoff avec les pros ont été déterminantes, je pense, pour pouvoir justement valider ce résultat. Bastien Grassoff, c'est le petit frère, et j'ai envie de vous dire, et Loïs, je l'adore, hein, mais Bastien, il est peut-être encore plus fort. Il nous a sorti... Toi, tu veux causer du bif à la maison. Non, mais je pense qu'il le sait. Je pense qu'il le sait. C'est toujours comme ça. C'est le petit frère qui va venir chicoter le grand frère. Vous le savez déjà. Donc Bastien qui nous a sorti une performance XXL, 31 points, 37 d'évaluation. Wow. Mais Maxime Lemoine du côté de Strasbourg, donc c'était le MSB hein, contre la SIG, le Mansard Basket contre Strasbourg, qui est donc avec Maxime Lemoine qui joue chez les pros et qui a signé son premier contrat professionnel. Il nous a sorti un match à 41 points, 45 d'évaluation. Deuxième meilleure perf en carrière pour Maxime au scoring, meilleure perf à l'évaluation. Quand je vous dis que le championnat Espoir Élite, si vous êtes un puriste ou si vous êtes passionné ou si vous avez envie de voir un petit peu qui va prendre la suite,
Faut garder un œil attentif sur tout ça. Donc, de toute façon, quand t'aimes le basket, quand t'es un passionné de basket, tu sais que voilà, si t'as la chance d'avoir un championnat dans ta ville, allez voir, franchement, c'est du bon basketball. Voilà, et puis en plus, il y a une affiche du championnat Espoir Elite par mois qui est sur LNB TV. Donc, l'OTT de la Ligue nationale de basket. Donc voilà, c'était pour vous informer. Il y a le trophée du futur qui arrive à grands pas. C'est à la fin du mois de mai. Et si vous êtes du côté de Bourg-en-Bresse ou si vous avez envie de suivre ça en direct sur LNB TV, eh bien, vous savez où ça se passe. Mills, tu suis un petit peu les jeunes pousses du championnat? Tu regardes un petit peu ce qui se passe? Un peu moins en ce moment, je vais pas te mentir, quand je coachais des petits, les U20, il y a quelques années, on était un peu sur les jeunes, mais je vais pas te mentir que dernièrement, je suis un peu moins. Mills Jackson. Hein? Non, triangle, tout ça. Non, on coachait avec mon gars, moi, Mélo. Shout out to mon gars. Le Boug Mélo. Et, Le Boug Mélo? Non, pas le Boug Mélo, mais un autre. un gars à moi. Shout out le Boug Mélo. Et, donc, du coup, non, je suivais quand même pas mal parce que, quand même, la génération des jeunes, c'est quand même un basket particulier. Je trouve. Ouais. C'est un basket quand même intéressant, très athlétique. Et on sait que le jeu espoir, après le jeu professionnel, c'est pas du tout le même. Ouais. C'est quelque chose de très différent. C'est comme la NCAA et la NBA, c'est des jeux qui sont totalement différents. Et tu peux même kiffer le jeu jeune, n'est pas aimer le jeu adulte, carrément, en regardant. Parce que je trouve que c'est quand même quelque chose à part. Plus de liberté, plus d'influence. C'est plus brouillon, bien entendu. Il y a plus de déchets, mais après, il n'y a pas la même densité défensive. Mais ça reste tout de même assez intéressant de voir. Fougueux. Ouais, c'est plus fougueux, exactement. Voilà. J'aime bien comment tu décris ça, c'est plus fougueux. Ouais. Mais je t'avoue que le basket que moi j'ai vu entre deux équipes du top 5, c'était vraiment intéressant parce que tu vois que la jeunesse, au final, prend les bonnes habitudes, on essaye de les mettre dans un moule d'excellence et dans l'exécution où les équipes du top 8 du championnat espoir, bah pour le coup, c'est qualitatif. Moi, le basket que j'ai pu commenter hier entre ces deux équipes-là, bah, c'était plaisant à regarder. Il y a eu de l'attaque, il y a eu de la vraie qualité au niveau du talent individuel, mais il y avait de la qualité dans le basket proposé, que ce soit dans la lecture sur les pick and roll, que ce soit dans le mouvement de ballon. Donc, ça manquait peut-être un petit peu de dureté ou de densité défensivement par moment, mais voilà. Donc, le trophée du futur, vous savez quand, où et comment. Mills. Attends, mais j'avais envie de demander à Monseigneur Mike. On doit t'appeler Monseigneur, Mike? Non, Mike, ça va. Mike, ça va. Non. Très bien, Monseigneur. Tu sais, hein. His mama called him Monseigneur Mike. I'm gonna call him Monseigneur Mike. En plus, bon, tu fais partie des fameux Mike. Il y a le Mike Tyson, Michael Jordan, Mike Jackson. Il y a Monseigneur Mike maintenant. Joli t-shirt, hein, au passage. Merci beaucoup. Avec le vrai GOAT. Ça va, Mills? Tu vas bien? Le seul GOAT. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, les amis. On est d'accord. Tu suis un peu tout ce qui est basket féminin, basket espoir. Tu vois, des fois avoir des matchs dans des salles et tout? Malheureusement, non. Je peux pas avoir de match. Entre le studio, la musique un petit peu de temps en temps, ou même Paris Basketball, Nanterre, des trucs comme ça. Non, pas vraiment. À une époque, ouais, j'ai vu jouer Nanterre, ouais, mais ça fait déjà quelques années. En plus, c'est dans un bassin géographique qui est pas trop loin quand même, donc toi, t'es... Ouais. Bah, à l'époque, j'étais à la Défense, donc c'était facile. Ok. Mais non. C'est manque de temps ou manque d'intérêt? Le temps, t'as vu tout ce qu'il fait. J'ai vu tout ce qu'il fait. Réalisateur, j'ai pas beaucoup de temps. Producteur. Il y a plein de choses sur lesquelles je lève le pied. Ouais, bien sûr. Compréhensible. Ouais. Mais invitez-nous si vous voulez qu'on vienne dans vos salles. Mais c'est surtout que en ce moment-là, il y a vraiment une recrudescence au niveau du basket dans les salles. Le jeu qui est proposé, comme tu le disais, que ce soit en espoir, en Pro B ou en Betclic Elite. Non, mais Pro B et Betclic, en plus la Pro B. Là, t'as du vrai level. Franchement, en termes de spectacle, tu vois, on a eu Jamil la dernière fois qui nous a expliqué. Tu viens dans la salle, que ce soit avec des enfants ou avec quelqu'un ou quelqu'une. C'est vraiment intéressant pour oh, toi aussi, tu me fais passer pour truc. Pour le spectacle, l'expérience qui est proposée, franchement, c'est intéressant. C'est intéressant. Tu vois, je pense que pour mes fils, ce qui pourrait les aider, ce qui pourra m'aider moi à leur donner envie, c'est de les ramener voir des matchs. Donc peut-être que c'est une bonne méthode. 5 et 7. C'est le bon âge. C'est le bon âge. Ça commence à comprendre ce qui se passe. J'essaie de, tu vois. Doucement. Si je les ramène, ça peut peut-être, tu vois. Déclencher un truc. Et il faut formater les petits. Vite, il faut commencer le plus tôt possible. Vous leur mettez un ballon. Non, mais moi j'ai commencé trop tôt. Ouais, j'ai forcé trop tôt. Mais si tu forces, c'est autre chose. C'est-à-dire, l'introduction, c'est la première séquence dans le travail de formation. Après, si ça accroche, tu laisses faire. Si ça accroche pas, tu reviens par petite dose. Tu retires, puis tu redonnes. Tu retires, tu redonnes.
C'est ça. Bonne technique. Tu laisses traîner des matchs comme ça. C'est comme à la pêche, vous savez. C'est comme à la pêche. Vous lancez, ça mord. Faut pas tirer comme un bœuf tout de suite. Si vous tirez comme un bœuf, le poisson, la ligne est cache. Vous laissez du lest et vous ramenez doucement. Vous laissez du lest, vous ramenez doucement. C'est pareil avec les petits. C'est pas temps mort pêche ici, là. C'est chasse et pêche. On est en train d'éduquer les papas qui veulent en faire en sorte que leurs petits soient des basketteurs. Tu te souviens à l'ancienne, ça, chasse et pêche, là. Dès que ça arrivait, ça veut dire, va te coucher, frérot. Va te coucher, c'est bon. Non, mais ça, c'est quand tu t'es pas couché du tout, justement. C'est à 5h30 du matin, 6h, là. Aïe. Les anciens. C'est pas évident. Non, mais c'est pas évident. Parce qu'à l'école, les petits kiffent le foot. Donc, c'est clair. Il y a des foot suivre partout, un peu le mouvement général, tu vois, et d'arriver à les sortir de là pour les faire kiffer le basket, c'est pas évident. Ouais, mais tu sais quoi, dans la culture hip-hop, si déjà tes enfants aiment la culture hip-hop, t'inquiète pas que ça va quand même bifurquer doucement mais sûrement vers le basket. Donc, si tu fais ton boulot comme je sais que tu fais, tu les éduques. Ça fait plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Non, disons les termes. C'est un podcast sur les darons. Non, écoute, on vous a dit, temps mort, c'est aussi la culture. Donc, il y a la culture parentale, il y a la culture basketballistique, il y a la pêche. Non. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-nous, vous, comment vous faites avec vos enfants par rapport à la culture basket et tout. Ce serait intéressant de se donner des petits tuyaux comme ça. Comment est-ce que vous faites pour que les gamins, ils accrochent sans pour autant les dégoûter du délire? Ah, c'est ça. BetClick. Il nous reste 2 trucs. En fait, il nous reste Pro B et BetClick. Mais les deux sont entremêlés. Parce que cette année, il y a eu une innovation. Déjà, la Pro B, on va commencer par la Pro B pour aller au bout de la pyramide. La Pro B est devenue un championnat à 20 équipes, ce qui est la première fois de l'histoire. Avant, c'était 18. Ça a déjà été à 16, mais historiquement, sur les dernières quinzaines, là, c'était 18 clubs. Et donc, il y a toujours eu cette dynamique d'avoir 2 montées. OK ? La montée, généralement. 2 montées. Il y a 2 descentes de BetClick Elite, ancienne Pro A, ancienne Jeep Elite, peu importe. Et il y avait 2 montées de la Pro B. Là, cette année, il y a une innovation. Et on a hâte d'entendre ce que vous avez à dire par rapport à ça. C'est qu'il y a toujours le champion de France, donc le vainqueur de la saison régulière qui va avoir son ticket automatique pour l'élite. Et puis, vu la saison régulière allongée entre la Leaders Cup et une saison avec 20 équipes, donc forcément, c'est mérité. Ça fait pas beaucoup de matchs. Ça me rappelle 2014, quand on gagne le titre de champion de France avec Boulogne-sur-Mer. C'était la première année de la Leaders Cup instaurée en LNB. Et on a fait une saison régulière à 44 matchs. En Pro B, ce qui est absolument énorme. Donc c'est pour ça. Le champion de France en titre, bis repetita, aura son ticket. Mais voilà ce qui se passe maintenant. Il y aura des play-ins. Donc les équipes classées de 7, 8, 9 et 10 font les play-ins tels qu'il y en aura en BetClick, tels qu'il y en a en NBA, tels que j'ai envie de vous dire, il y en a dans tous les championnats maintenant. Cette idée de play-in a séduit tout le monde et puis j'ai envie de vous dire, c'est séduisant tout court. Hein. C'est pas mal. C'est sympa. Pas mal, c'est sympa. D'ailleurs, toi, au niveau du play-in, quand t'as vu quand NBA ils ont rajouté ça, t'étais pour ou t'étais contre cette idée-là? J'étais pour une fois que j'ai vu ce que ça donnait. C'est-à-dire que les fins de saison, généralement, tout le monde lève le pied et les matchs sont plus en intérêt. Là, quand même, il y a de l'intérêt jusqu'au dernier match. T'étais sceptique au début? Tu te disais c'était non, pas sceptique. Je me suis dit, voyons. Ouais. Ok. Je me suis dit, voyons. Je pense que je suis pareil que toi. Du coup, moi, je trouvais ça nouveau. On rajoute encore des matchs. En mode, déjà, les joueurs, ils veulent pas trop jouer. Et d'un coup, ils rajoutent encore des matchs. Mais après, quand on a vu les premiers formats. Ouais. Ça donnait, je pense que le premier format, c'était quoi? C'est Lakers en plus Golden State, si je me trompe pas. C'était encore ça m'a contrarié, mais ouais. Ouais, mais c'était un match, justement, où, Miami, quand ils font le 7, là. C'était l'année d'après. Le premier, je crois, c'était l'année d'après. Et ce qui fait que, franchement, ça donne un beau format, en tout cas en play. Il y a des je vois que tu fais la moue, là, Flexta. Moi, j'étais pas d'accord. Alors, maintenant, t'as validé ou pas? Maintenant, j'ai validé, mais quelque part, il y a toujours un petit arrière-goût de piste, comme dirait l'autre. Parce que, en fait, sportivement, tu donnes la chance à des équipes qui n'ont pas prouvé sur tout au long de la saison qu'elles méritaient d'être là, tu vois. Et qui peuvent sur une dynamique. Qu'un dixième puisse participer au playoff alors que, gars, regarde à l'Ouest cette année comment c'est resserré. Par exemple, il y a le contre-argument, c'est vrai, merci. C'est vrai qu'à l'Ouest cette année, t'as tellement d'équipes méritantes. Ben, on a vu. Après, mais c'est ça. De toute façon, l'Ouest a toujours été comme ça. On a vu des équipes à l'Est. On a vu des équipes faire des playoffs avec des bilans négatifs. Ouais, c'est ce que je veux dire. C'était des aberrations. Donc, quelque part, il y a justement, ce côté-là qui dérange, les parcours de LeBron James où au premier tour, il jouait des équipes à 36. C'est ce que je veux dire. Non, mais voilà. Donc, on disait, on va pas s'attarder là-dessus, mais, non, mais, moi, au début, ça me dérangeait. Et après, force de constater que les mecs, franchement, ça fait des matchs engagés, là où avant, c'était des matchs où, c'était les balayeurs, les kinés qui jouaient. Là, au moins, vas-y. Là, t'as des matchs engagés jusqu'au bout. Et, on a vu, Atlanta,
Miami, il y a 2 jours, on a vu que non, finalement, ça valait. Miami, c'est l'exemple parfait, hein, parce que c'est l'équipe qui fait play-in et qui a déjà fait les finales NBA, en fait. Exact. Donc, en soi, les play-in, franchement, c'est un format qui est plutôt réussi aujourd'hui, à l'heure actuelle où on parle. On le voit, c'est un peu moins populaire un peu en Europe, en France, etc. Mais je trouve qu'en NBA, ça fait ça. Mais c'est les débuts aussi, hein. Oui, justement, c'est ça que je dis. On parle des play-in. Les play-in, ça date de quoi? 3 ans, 3-4 ans. On est même en NBA, 2021. Même les gens vont accrocher de plus en plus parce que pour le coup, sur un championnat, par exemple, à 20 équipes en Pro B, que t'aies la moitié des équipes qui soient impliquées. Ça donne des surprises. Justement, ça donne des surprises. Mais c'est surtout intéressant parce que t'as quelque chose à jouer, Mills. Ouais, mais tu veux pas que ta saison soit terminée. Et il y a aussi le fait qu'on se dit, on a envie de voir, en fait, l'équipe qui va sortir du play-in, peut-être les 9-10e, voir ce qu'ils vont faire par rapport aux autres, parce que comme je te dis, on a vu avec Miami, le fait de voir ça, ça nous fait encore plus kiffer, en fait. Ça fait kiffer le truc et se dire, j'ai sorti des play-in, vas-y, on n'a plus rien à perdre, on sort du play-in, on peut taper n'importe qui. À fond. Et des fois, ce qui arrive, en fait, des fois, les gens du play-in, ils sont même plus performants que certaines équipes qui n'ont pas fait les play-in et qui sont peut-être 6e, 5e, quoi. Non, mais surtout aussi, ça rajoute un attrait sportif parce que souvent, qu'est-ce qui se passe quand en fin de saison, tu sais que tu as des équipes qui ne jouent ni les playoffs, ni la descente. Ça déroule complètement, ce qui veut dire qu'elles peuvent relâcher la bride. Exactement. Et puis, ça peut te fausser la fin de championnat parce que tu as des équipes qui jouent le maintien, qui peuvent peut-être engranger des victoires qu'elles n'auraient pas engrangées en temps normal parce qu'elles jouent contre des équipes qui n'ont plus rien à jouer. Alors que si ce sont des équipes qui jouent encore pour une place en play-in, c'est vrai. Tu joues jusqu'au bout. Tu joues jusqu'au bout. Je pense aussi que c'est peut-être pour ça parce que en NBA, l'idée avait probablement été dans cette idée de pas avoir les équipes lâcher la bride complètement dans le cadre de la loterie. C'est pour lutter contre le tanking. Hein. Voilà, c'est dans l'idée, c'est ça. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a exprimé ça, la Pro B, la Pro B va avoir donc cette dynamique de play-in. Mais la nuance maintenant qui a été amenée, c'est que tu auras le 15e de Betclic Elite qui est supposé descendre en temps normal, qui va devoir mériter ou qui se doit offrir plutôt une deuxième chance de rester en vie et de rester dans l'élite en participant à ces barrages d'accession. Donc, il rentre dans le tableau en tant que cinquième seed. Cette année, le 15e de Betclic Elite se voit offrir une chance de rester en vie, de rester donc dans la première division, avec l'opportunité d'intégrer ce tableau du play-off d'accession, hein. Rentre non pas en tête de série, mais dans le ventre mou un petit peu de ce tableau d'accession, donc en tant que 5e, sera matché contre le 5e de Pro B au classement en fin de saison régulière. Voilà, donc on a le deuxième qui sera face à l'équipe qui sort des play-in. Il y aura le 3e qui sera face à l'autre équipe qui sort des play-in. Et puis, ça s'enchaîne un petit peu. Ça devient un peu compliqué. Ça devient un peu compliqué. Moi, je sais pas, vraiment pour la Pro B, là. Moi, à titre personnel. Je suis pas d'accord. Moi, à titre personnel, je suis pas fan du tout de ce format-là parce que je trouve que sportivement, déjà que la Pro B, c'est la guerre. Qu'en plus, on a rajouté 2 équipes à ce championnat qui est d'une homogénéité, d'une densité assez rare, hein. On le voit de manière globale dans le championnat français. On en a parlé de cette homogénéité en Betclic Elite, mais la Pro B, c'est quasiment pire. Déjà, c'est l'antichambre, c'est assez obscur comme championnat. Il y a énormément d'équipes de qualité. Il y a de plus en plus de budgets conséquents avec des équipes qui ont déjà participé au championnat d'élite et qui ont fait l'ascenseur, mais qui sont structurées pour remonter. Donc, tu as Blois, tu as Orléans, tu as Chalon-Reims. T'as des équipes t'as Rouen. Donc, t'as énormément de gros clients. Et derrière, tu es en train de leur dire batailler pour remonter, mais puis en plus, on va vous envoyer une équipe qui a l'opportunité d'être construite avec plus de joueurs étrangers, donc plus peut-être de densité dans l'effectif, plus de qualité potentiellement. Donc c'est voilà, je demande à voir. Je demande à voir, mais moi je trouve pas ça juste. C'est un peu particulier. Parce que c'est des équipes qui se connaissent, qui se jouent régulièrement. Là, tu me ramènes une autre équipe qu'on connaît pas, qui vient de l'élite, qui est mieux structurée. En plus, des fois, des fois il y a des grosses équipes qui font une mauvaise année. Elles se retrouvent là, ça reste une grosse équipe. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont venir, ils vont marcher sur tout le monde et on leur donne une deuxième chance. Sportivement, pour moi, il y a un truc qui va pas. T'imagines, par exemple, c'est une équipe du Portel avec des internationaux. Hein. Ouais, t'as des mecs comme Lao Konaté. Bon, écoute. Pas ça normal, mais bon, écoute. Donc, voilà le format. On voulait en parler un petit peu parce que c'est important. Hein. C'est un championnat obscur, mais dans l'absolu, ça implique également le dernier, ou en tout cas le premier relégable. Après celui qui aura eu son destin scellé avec la descente immédiate, qui sera pour le coup La Rochelle. Et donc voilà un petit peu, il fallait quand même en parler de la même manière qu'on parle de l'espoir Pro B. Puis nous, on parle de tous les baskets dans temps mort. Donc il y en a pour tout le monde. On vous regarde tous et on se préoccupe de tout ce qui se passe. Exactement.
Mills, donne-nous un petit peu ce qui se passe au niveau maintenant de la Betclic. On a une tendance assez définie maintenant au niveau des équipes qui vont participer au play-in, même si mathématiquement c'est pas scellé. Donne-nous un petit peu un tour d'horizon là. Là, en fait, concrètement, on avait pas mal suivi les équipes de Betclic, notamment avec les équipes européennes, notamment. Donc là, maintenant que là, on sait qui est en play-off et qui en Euroleague, là, on se concentre sur le championnat. On sait que là, que Villeurbanne a remporté leur match là récemment. Et on sait que, à l'heure où on parle, Paris et Monaco sont en train de jouer aussi leur journée de championnat. Donc, comme on avait déjà dit, c'est des équipes qui vont finir notamment, je pense, dans le top 3. Et on n'a pas trop de doute à faire là-dessus. Il va pas... Voilà. Sauf grande surprise, hein. Sauf grande surprise. On avait parlé aussi de Cholet, Bourg-en-Bresse, qui suivent bien. Notamment Cholet, qui est 4e. Le top 5 est quasiment scellé, hein. Maintenant, ça va être vraiment... Ouais, ça joue vraiment il y a quand même un écart quand même avec Cholet même le top 4. Et Bourg-en-Bresse, ouais, le top 4, vraiment. En fait, le top 4 est scellé. C'est-à-dire que l'avantage du terrain en play-off, va être fort. il est défini. Ouais. On sait que ce sera Lasvel, alors ça va être Monaco, Lasvel, Paris et Cholet. Dans quel ordre exactement? Bah, ça va être basé sur le calendrier. On sait que tout le monde peut tomber, hein, dans ce championnat. Personne n'est en sécurité. Donc, gare au gros qui, en fin de saison, fasse un faux pas et perdre éventuellement l'avantage de terrain en finale ou en demi-finale. Mais ça sera défini. Bourg-en-Bresse, pour moi, a quasi validé sa place de 5e. Et ça ferait un match-up contre Cholet explosif en quart de finale. Mais justement, maintenant, la suite. Voilà, c'est la suite. C'est Le Mans 14-12, Nancy 13-13, Chalon-sur-Saône 12-13 avec un match en retard. Alors, je vous parle. Dijon avec un match en retard 12-13, Saint-Quentin 12-14. Et Nanterre 10-16, égalité avec Strasbourg 10-16. Je pense que pour Nanterre et Strasbourg, donc je pense qu'on parlera de Nanterre, ça va être très compliqué si ça continue comme ça, d'atteindre peut-être les play-in. Non, mais Nanterre a fait un énorme faux pas. Il faut déjà que tu parles de ça, Mills. Hier, fin d'après-midi, début de soirée, Nanterre jouait à la maison face à La Rochelle, bon dernier, et ils se sont fait éclater. Parce que défaite de 13 points en ayant scoré que 63 points à la maison. C'est chaud. Pour une équipe comme Nanterre. C'est compliqué. Bon, alors, ils sont pas dans la meilleure des formes physiques, ils ont le calendrier européen. Ok. Mais quand même, c'est une contre-performance parce que c'est le type de match que tu ne peux pas te permettre de lâcher en temps normal, hein. Quand t'es une équipe comme Nanterre. Contre la Lanterne Rouge en plus. Et puis, quand tu veux, toi, essayer de faire un dernier push pour essayer de te qualifier en play-off, c'est vraiment le match que tu peux pas te permettre de lâcher, de jouer contre la Lanterne Rouge qui, elle, sait pertinemment que mathématiquement, c'est quasiment scellé d'être relégué. Donc, c'est surtout qu'en fait, en soi, on arrive vraiment à la fin, hein, comme on a dit. On sait que il reste 4 matchs. Il reste 4 matchs. On sait que les playoffs, ça commence le mois de mai. C'est un peu plus tard que les autres, quand on parle de l'AFB ou quoi que ce soit, c'est un peu plus tard. Maintenant, comme on dit, il reste 4 matchs. Tout peut se faire, mais c'est des matchs où on sait que normalement, c'est des points, on va dire, pas gratuits, mais c'est des points normalement tu dois les prendre. À domicile contre la Lanterne Rouge, c'est des points que tu dois prendre. Maintenant, Nanterre a fait un faux pas, un gros faux pas. Maintenant, on sait que les équipes sont tous boostées, hein, au moment de cette partie-là de la saison. On sait que tout le monde a envie de gagner, donc ça joue à un niveau beaucoup plus élevé qu'au début de l'année, par exemple. Maintenant, on sait aussi que la forme physique, comme tu l'as dit, et les conditions vont beaucoup jouer. On peut dire qu'il y a une équipe, par exemple, qui était très bonne en début de saison, qui vont être floppées à la fin, et inversement, les équipes qui ont mal commencé, qui peuvent bien finir la saison. Donc là, Nanterre, ça va être compliqué. Ouais. Mais encore, en termes de chiffres, ils sont encore dans le coup. Maintenant, il faut espérer des faux pas de Saint-Quentin, de Dijon, de Chalon-sur-Saône, mais je pense que ça va être compliqué parce qu'eux, ils ont bien compris que leur place coûtait cher. Ils ont bien compris que je pense pas qu'ils vont perdre des matchs. Mais il y a un calendrier, en fait, pour Nanterre particulièrement intriguant. Parce que Nanterre, au final, t'as annoncé le calendrier. Nanterre va jouer à Nancy, va jouer à Chalon-sur-Saône, reçoit Strasbourg, et le dernier, si je me trompe pas, c'est le Portel. Des équipes qui sont soit directement au-dessus, juste au-dessus, pour cette 10e, 9e place, soit égalité ou en dessous. Donc, sur papier, c'est abordable. Mais c'est que les équipes qui ont besoin de gagner aussi. C'est vrai. Mais c'est surtout qu'en plus, quand on regarde la forme de Nanterre, c'est 3 défaites d'affilée. Du coup, tu perds contre Monaco. Ça encore, on peut dire c'est normal. Tu perds à Monaco, je peux comprendre. Tu perds à Cholet, ça peut se comprendre. Là, tu reviens à domicile pour te remettre en forme, pour te remettre en condition, et tu repères encore. Donc là, en fait, aborder la fin de saison avec 3 défaites d'affilée, avec aussi les matchs en Europe qui ont dans les pattes, c'est un peu compliqué. Je pense que mentalement et physiquement, ça peut leur coûter cher. Maintenant, on a hâte de voir ce qui va se passer pour les derniers matchs, quoi.
Bon, le tour d'horizon de Betclic a été fait. On va terminer ce dossier basket français avec Nanterre. Un petit focus sur Nanterre, justement. Parce que là, on parle des mauvais côtés. On parle, disons, dans l'optique, justement, d'accrocher une place en play-off pour une équipe qui est encore en train de performer sur la scène européenne et qui joue donc un match dantesque mercredi prochain du côté de l'AEK Athènes. Mon cœur balance. Mais donc, les Grecs. Donc ça, c'est le patriotisme profond qui parle. Je suis désolé, mais je suis autant patriote français. Donc c'est pour ça que je ne perds jamais quand il y a une opposition franco-grecque. Je ne peux perdre dans aucun cas. Le club français gagne, mon cœur chante, et le club grec gagne, mon cœur chante de la même manière. Donc tout va bien. Par contre, j'ai peut-être une préférence sans faire dans du chauvinisme gratuit, mais j'ai une préférence pour Nanterre parce que c'est Philippe Da Silva le coach. Parce que c'est un ancien de Poissy, donc c'est un de mes grands, comme on dit, hein, génération plus ancienne que moi. Mais c'est un ancien, il t'envoie acheter des canettes. Non, mais à l'époque où je suis en espoir du côté de Poissy, puisque Poissy qui désormais officie en National 1, hein, mais pendant une longue période, hein, notamment années 90 et début des années 2000, Poissy était un club phare de Pro B, qui a souvent terminé dans le top 8 et parfois même dans le top 5. Et donc, il y a eu des joueurs exceptionnels qui sont passés par ce club. Et puis, il y a eu un centre de formation, surtout, qui a été très longtemps référence en Île-de-France. Thierry Rupert, paix à son âme, sort de Poissy. Ouais. Ali Traoré, passé par là. Modi Boniakate, international malien, et qui a joué en Euroleague, en Pro A, et en Pro B durant longtemps. Je pense à Mori Correa qui a fait une très longue carrière aussi en Pro B. Philippe Da Silva qui est international portugais qui a joué justement du côté des métropolitains, enfin pas les Metropolitans, mais c'était le Paris-Levallois à l'époque où ils étaient en Pro A. Il y a aussi un certain Angelo Tsagarakis qui a officié là-bas. Qui était pas mal. Bon, il y a eu que 2 bannières qui ont été accrochées dans l'histoire. Il y a le titre de champion de France espoir et le titre de champion de France cadet. Donc voilà, il y en a une qui m'appartient. Mais tout ça pour dire que du côté de Poissy, il y a eu vraiment de la formation de qualité à l'ancienne et que Philippe Da Silva fait partie de cette formation-là et que moi je l'ai vu à ses tout débuts professionnels. Et donc après, on a été aussi adversaires pendant longtemps durant des années. Mais c'est quelqu'un que humainement j'apprécie forcément beaucoup et donc j'ai un œil très attentif sur ce qui se passe du côté de Nanterre. Donc. Et il fait du super boulot parce qu'il faut pas oublier que c'était l'assistant coach de Pascal Donadieu qui a donc tiré sa révérence au niveau du coaching, le coach historique et irremplaçable. Hein, irremplaçable, celui qui a fait monter Nanterre. Et bah pour le coup, pour sa première saison en tant que head coach. Voilà, tout seul, à temps plein, il est en train de faire un super boulot. Contre toute attente, ils ont atteint les quarts de finale de Basketball Champions League, hein, la BCL. Et non seulement ils ont atteint ce stade-là, mais ils ont joué les yeux dans les yeux lors du match 1 face à la 3e meilleure équipe grecque, hein, parce qu'il faut quand même le dire, c'est pas n'importe qui AEK. Ah, c'est clair. AEK, c'est l'équipe qui a tombé Monaco en finale de la BCL en 2018. C'est une équipe qui est abonné au grand rendez-vous sur la scène européenne, notamment en BCL depuis maintenant 6-7 ans, qui est encore une des favorites de la compétition. Nanterre perd de 7 points au match aller, domine le match 2 avec une victoire vraiment convaincante de 12 points, et il y a un match 3 vraiment indécis. Alors ça va être l'enfer hein, au niveau de l'ambiance qui les attend du côté d'Athènes. Ils sont préparés parce que... Bon. Ouais, mais je pense qu'ils y sont préparés et j'ai envie d'y croire. Je pense vraiment que Nanterre est en capacité de le faire. Parce qu'il y a une bonne dynamique, parce qu'il y a aussi ce sentiment du pourquoi pas. Tu sais, quand tu te dis pourquoi pas. Ouais, bien sûr. T'as rien à perdre. T'as rien à perdre. Et puis, j'apprécie énormément la hargne instaurée dans cette équipe par Philippe, qui est à l'image de son caractère de joueur. Et donc, j'ai vraiment envie d'y croire. Et tout va être, pour moi, basé. On sait que Ahmad Carver s'est blessé et c'est fin de saison, hein. Déchirure au biceps, blessure un peu dégueu et donc c'était un joueur d'impact qui fournissait bien au niveau des lignes arrière. Donc forcément maintenant on va se retrouver avec une équipe amoindrie qui a joué à 8 son dernier match. Donc ça rentre aussi en ligne de compte hein, cette défaite face à La Rochelle. Mais voilà, la clé pour Nanterre forcément le verrou défensif qui doit tenir bon. Et puis en attaque, il faut de l'adresse. William Howard a été exceptionnel lors du deuxième match. Benjamin Sen a besoin de donner plus encore. Et si la défense tient bon et qu'on a un peu d'adresse, j'ai envie de vous dire, il y aurait un Final Four. Et pourquoi on mentionne ce Final Four ? Le Final Four de BCL cette année sera soit à Athènes, soit à Paris.
En gros, c'est le vainqueur de la série entre l'AEK Athènes et Nanterre qui va décider du lieu du Final Four de BCL. Dingue, hein. Donc, soit on se retrouve à la Adidas Arena, soit on se retrouve à Athènes. Dans les deux cas, ce serait magnifique. Mais pourquoi pas à Paris, hein. Moi, j'ai envie de vous dire. Donc, Nanterre, haut et fort. Philippe, la mission est engagée, chef, et on y croit. Nous, on n'est pas tiraillés comme toi, nous, c'est les Français, donc voilà. Ouais, mais bon, quand c'est la famille, quand c'est les amis. C'est Non, mais donc voilà, donc c'était le petit focus sur Nanterre qui peut écrire son histoire, parce que la BCL, c'est une championne, c'est une Coupe d'Europe plus prestigieuse que la FIBA Europe Cup qu'ils avaient déjà gagné par le passé. Donc là, c'est quelque chose d'absolument historique. C'est déjà historique d'atteindre l'écart dans cette compétition. Mais si on peut se faire un petit Final Four à la maison avec la marée verte nantérienne, en plus, j'ai envie de le voir ça. En plus, vois l'équipe que tu affrontes. C'est pas une équipe de... Ah non, c'est une très très belle équipe d'Europe. Exactement. Donc c'est important. Les gars, on a fini sur tout ce qui était français et européen. Là, je propose de prendre le Air Force One. Oui, carrément, pourquoi pas. Et d'aller direction des États-Unis, parce que là, les play-ins sont terminés. Maintenant, les playoffs ont commencé. Je vous propose de revenir rapidement sur les play-ins, sur ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu des bons matchs. On a parlé des play-ins de quelques minutes auparavant, là, pour savoir si on kiffait le format, etc. Ben, là, encore une fois, on a vu des vrais matchs. Miami, Atlanta. Grizzlies contre les Mavericks. Ouais. Et franchement, il y en a d'autres, mais je vais pas les citer comme les Kings et c'était les Mavericks et contre les Mavericks. En fait, c'était justement les Kings du coup qui étaient 9e qui affrontaient Dallas 10e. Exactement. À grande surprise. Ils auraient dû gagner les Kings. Ouais, mais justement, c'est une défaite en plus, c'est pas une petite défaite, hein. C'est vraiment une défaite où tu vois même Anthony Davis trash talker avec le public des Kings à quelques minutes de la fin en disant partez plus vite, vous allez affronter le trafic, voilà, exactement. Vous allez avoir des bouchons. Donc que lui trash talk, je sais pas si c'est le mieux placé pour parler. Il peut parler, hein, il a sa bague. Anthony Davis, on peut dire ce qu'on veut, il a sa bague. Maintenant, il a sa bague. Il fait partie des 75 meilleurs joueurs all-time, il a été cité par la NBA. Pourquoi il pourrait pas parler? Même s'il est beaucoup blessé. Déjà, tu vois. Là, tu me lances sur un truc, là. Non, mais tu manques de respect à Dwight comme ça. Moi, tu penses qu'il a sa place avant Dwight? Je vais m'expliquer. Non, on rigole. Attention. Anthony Davis, aussi bien, qui réussit son match contre les Kings, il perd contre Memphis, mais il finit à 40 points. On peut pas le condamner dans ça, même s'il arrive à se blesser à la fin, mais c'est 40 points. Et il score. Davis qui se blesse pas en même temps. Non, il se blesse à la fin, certes, mais c'est lui, quand on voit le match. Parce que quand est-ce qu'il se blesse pas? C'est quasiment lui qui tient l'équipe. Enfin, il score quasiment la moitié des points de l'équipe. On voit que son équipe, après, il y avait pas Kyrie. Le départ de Doncic a quand même joué pas mal sur la mentalité de beaucoup. Évidemment. Ce qui fait que pour moi, Dallas, qui sont éliminés des playoffs, c'est pas forcément une déception. Non. À l'instar des Kings, là, au moins, j'ai un problème avec les Kings. C'est que l'équipe des Kings était quand même une équipe qui a assez rodée. Après, on sait que la saison était compliquée. Mike Brown a été viré pendant la saison. Enfin, bref, il y avait pas mal de choses qui ont pas changé. Il y avait du talent, sur papier, hein. Ouais, mais justement. Sur papier, justement. Et là, le problème, c'est que premier tour du play-in, c'est même pas second tour. Si vous perdez encore contre Memphis, à la limite, je peux comprendre. Mais vous perdez contre Dallas, avec un Kyrie en moins, avec une équipe où on sait que ils savaient très bien que les playoffs, c'était compliqué. Une équipe bancale, vraiment. Exactement. S'il y a une année pour les tabasser, c'était bien. Sacramento, avec l'équipe qu'ils ont, avec des DeRozan, des Zach LaVine, etc., des Sabonis, vous faites chicoter. C'est même pas, vous perdez de 2-3 points, c'est money time. Vous prenez un blowout dans le match le plus important de l'année. Tu m'as fait peur. Et DeRozan qui dit, en plus, je vis ma saison la plus compliquée en 16 ans de carrière. Enfin, c'est bizarre un peu ce qui se passe. Non, c'est vraiment bizarre, mais j'ai pas envie de m'épancher trop sur les Kings parce que je risquerais d'être méchant. Et je sais que la communauté des Kings en France est très virulente. Tu dis risquerais d'être méchant, mais c'est parce que t'es objectif, mais surtout tu es un peu excédé par cette instabilité, parce que le problème c'est que tu parles d'une équipe des Kings qui, à un moment donné, alors que les choses tournaient très très bien, et là je vais retourner en arrière et je suis désolé de remettre le couteau dans la plaie. Kings France. Je vous fais un cœur en Bluetooth. Vous savez qu'il y a que de l'amour entre nous. Quand ils ont pris la décision de virer Coach Malone, qui avait réussi, je pense, à instaurer une relation et une communication avec Boogie Cousins qui était quand même, qui laissait présager de bonnes choses, parce que Boogie Cousins
prenait en maturité, dans la gestion de ses émotions, ça allait beaucoup mieux. Il y avait un réel respect entre ces deux hommes. Le talent indéniable de Cousins, on va pas en discuter. Bien sûr. Et on se disait, ils sont en train de prendre le bon pli. Au lieu d'avoir la patience de donner à Malone le temps de faire ce qu'il a pu faire du côté de Denver, le katana tombe, la tête tombe, ça dégoûte Cousins dans la foulée, Cousins qui va aller voir ailleurs, et on repart sur un cycle de construction. Derrière, il y a ce qui se passe avec l'opposition avec Golden State ces dernières années, et tu te dis, bon... Ouais, c'est vrai que la Pacifique, elle est compliquée. La Pacifique est compliquée, mais on a vu une équipe des Kings non seulement compétitive, mais tu dis, De'Aaron Fox, Sabonis, le 1-2 punch, on y est, on touche du doigt quelque chose de bon. Mais... Sacramento, stand up. No, stand down. Parce que maintenant, tu vois le truc qui se détruit. T'as De'Aaron Fox qui veut out. Et tout ça, c'est une histoire de politique, de management. C'est extrêmement décevant parce que tu sais que les Kings ont une fanbase absolument remarquable dans ce microcosme NBA où tu as beaucoup d'endroits où c'est sympathique. Mais l'Arco Arena, les fans des Kings, oui. C'est un petit peu à l'échelle des Supersonics de Seattle. Qu'on veut d'ailleurs revoir le plus vite possible. J'espère que toi aussi tu partages cette opinion. Bien sûr, c'était une belle époque. Ça nous manque ça. Ça nous manque. manque. C'est chez nous, ça. C'est nous. Ça nous manque. Sean Kemp et tout ça, ça crée trop de choses en nous, ça. Mais les gens peuvent pas comprendre encore. En tout cas, pas la nouvelle génération, hein, Mills. Mais donc, non, je plaisante. Non. J'ai pas de balle perdue parce que Mills, il a une culture basket totalement hors du commun. Hors du commun pour un 90. Mais c'est ça le problème. Ah, c'est pas en 2002? Ok. Non, mais faut rappeler. La stat qui fait mal, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, la dernière fois que les Kings ont gagné une série de playoffs, tu m'avais dit ça, ouais. C'était en 2004-2005. C'était 2004, c'est la dernière. Et c'était avec Chris Webber. C'est contre Minnesota de Kevin Garnett. Donc bon, ils perdent la série en 7. Ça veut tout dire. Je pense que ils se trompent quand ils font des reconstructions, ils se trompent. Je sais pas, aller chercher DeRozan, aller chercher Lavine. Pour moi, je comprends pas. Bon bref. Bah tu ça marchait pas déjà aux Bulls. Pourquoi ça marcherait là? Tu vois ce que je marche dessus depuis. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Sur le papier, c'est sexy, mais en fait, dans la réalité, ça fonctionne pas. Mais pourquoi ça fonctionne pas à ton avis, les deux là? Parce qu'ils ont tout pour être complémentaires. Il y en a un qui aime la mi-distance. Il y en a un qui aime le tir longue distance. Non, mais c'est deux jeux offensifs, en fait. Ouais, mais bon, dans le basket moderne, Mills, de toute manière, le jeu offensif, tu n'existes pas avec une seule star. Toutes les équipes sont désormais articulées autour d'un binôme, voire d'un trio. D'accord. Et le scoring excessif mais malgré ça, les gens savent quelle est leur place. Donc tu penses que c'est un problème c'est une affaire d'ego peut-être qu'ils n'arrivent pas à trouver leur place. Tu penses que c'est pas bien défini? Ils savent pas qui est le leader naturel. Parce que DeRozan, en soi, quand il est à Toronto, ça a toujours été quand Bosch partit, etc. DeRozan a toujours été le numéro 1. Ouais. Enfin, il a toujours été le Laurie derrière, etc. Quand il arrive à Chicago. Même à San Antonio. Quand il arrive à San Antonio, voilà. Lavine aussi, parce qu'il peut faire le même perf, hein. Les deux, ils tournent les mêmes moyennes, à peu près. Bien sûr. Là, moi, je comprends ce que tu veux dire. En fait, les deux, ils ont fait quoi? Ils perdaient déjà à Chicago en play-in. Ils sont juste allés dans l'autre conférence pour prendre en play-in, tout simplement. C'est ce qu'ils ont fait. C'est juste Mike, conférence encore plus difficile. Mais tu dis, et j'ai envie que tu approfondisses un peu ton propos. Tu penses que les deux n'ont pas défini qui est le alpha ou qui est l'oméga? Je pense. Tu penses que c'est vraiment que ça? Je pense que c'est ça. Tu vois, quand KD est arrivé aux Warriors, Curry, il a dit, c'est toi qui a le dernier ballon, c'est toi le leader. Ouais. Tu vois. C'était clair. C'était fort de dire ça. À chaque fois que c'est clair, ça fonctionne. Ça veut dire que le mec qui vient chez toi à Miami, il dit à Dwayne Wade, c'est ton équipe. Tu penses pas que c'est un travail du coach, ça? Ou tu penses que la culture à NBA, où c'est vraiment une ligue de joueurs, c'est les joueurs entre eux qui doivent... Je vais vous dire le vrai problème. Le vrai problème, on veut pas le dire depuis tout à l'heure, on tourne autour du pot. Le vrai problème, c'est que DeRozan, il a pas le mental. DeRozan, il allait pleurer dans les jupes de Drake quand il avait des problèmes parce que les gens l'aimaient pas. C'est Drake qui était son psy. C'est vrai. Drake, il a été le soutien psychologique de DeRozan. C'est pour ça qu'il a vraiment mal pris quand il a vu Drake dans le clip de Kendrick. Il s'est dit, mais attends, c'est moi qui t'ai ramassé à la petite cuillère quand t'avais des problèmes, etc., etc. Tu me trahis comme ça. Et DeRozan, on se rend compte qu'il a fait plusieurs déclarations dans ce sens-là. Oui, mentalement, c'est difficile. J'aimerais que tout le monde puisse gagner de l'argent pour comprendre à quel point c'est difficile. Et autant il est bon sur le terrain, à mi-distance et tout, il est performant. Mais j'ai l'impression que mentalement, c'est pas un mec qui veut tuer. C'est pas un mec qui, limite, il veut pas gagner.
Tu vois ce que je veux dire? Et il est quand même plus clutch que Lavine, hein. Plus clutch, mais c'est pas des tueurs. Ouais, mais sauf que... Tu vois ce que je veux dire? Des fois, parce que je te dis ça, je termine là-dessus, sur le côté meneur d'homme. T'as aussi besoin que ton leader technique ou ton leader en termes de points soit quelqu'un qui harangue les gens, qui ramène les gens avec lui. Et c'est marrant parce que cette nuit-là, j'ai vu qu'il s'est battu dans un restaurant contre un fan. Oui, il s'est battu. Une bagarre de chiffonnier là dans un restaurant, etc. Je dis mais tu vois, la combativité que t'as mis dans le restaurant là, on aurait aimé l'avoir sur le terrain. Ouais, mais par contre, excusez-moi, parce qu'on parle beaucoup des deux là quand on parle des Kings, mais je suis désolé, mais Sabonis n'a pas été bon. Là où Sabonis est censé être un All-Star confirmé, etc. C'est vrai. On sait que quand il y avait Sacramento Lakers, Sabonis faisait beaucoup de mal à Davis. C'est vrai. Davis avait beaucoup de mal. Et là, du coup, c'était le cas inverse. Parce que si tu regardes le dernier match play-in, DeRozan fait largement, mais parmi les trois là, c'est Sabonis qui rate son match. Et on sait qu'en plus, si Davis réussit son match et que Sabonis rate le sien, duel d'intérieur, ça coûte beaucoup. Pour moi, il y a aussi Sabonis aussi, dont le niveau de jeu aussi a baissé un an ou deux. Après, c'est un match sec, hein. Sur une série, je pense que Sacramento l'aurait gagné la série. Sabonis a aussi une part à jouer. Je pense que c'est toute l'équipe Sacramento qui a une part à jouer. Alors, Mills, Mike, Flexta, question. Tu parles de Sabonis. Il est clair que Sabonis n'a pas donné la plénitude du talent qui est le sien. Mais comment est utilisé Sabonis depuis le départ de De'Aaron Fox? Quel profil de jeu peut-il vraiment mettre à exécution sans avoir la création et le danger amené par un porteur de balle ou Sabonis? Sur quoi il est fort? Sur du main à main, sur de la fin de main à main, sur du jeu, sur de l'attraper en poste haut, au coude de la raquette, avec bien entendu sa capacité à popper, à attaquer le jeu face au cercle, à pouvoir shooter un petit peu. Je veux dire que là, tu essaies de combiner un profil de jeu qui a besoin d'un mec à la De'Aaron Fox pour vraiment donner sa plénitude, et tu lui mets deux scoreurs non passeurs, non créateurs. Et donc derrière, tu peux pas appuyer sur le fait que Sabonis donne pas sa plénitude quand tu lui as retiré le mec qui lui a permis d'atteindre ce niveau. C'est exactement ça. C'est exactement justement, c'est là où je dis, parce qu'on parle de DeRozan et Lavine, leur jeu, on leur connaît, ça fait 15 ans qu'ils sont dans la ligue. On connaît leur jeu. Tu vas pas dire à DeRozan et Lavine, oh, vous allez devenir des créateurs. Non, mais c'est pour ça qu'on met le doigt sur autre chose. C'est pour ça que je dis que justement, le problème, il est beaucoup plus profond. Je pense que le problème des Kings, c'est juste les Kings en eux-mêmes, la gestion de l'équipe, comment ils veulent former l'équipe pour l'année prochaine. Ouais, c'est le front office, Ils sont obligés de trouver un meneur. Déjà, un meneur qui pourra aussi bien jouer avec Sabonis et qui pourra combiner avec les deux. Sinon, il faudra casser l'équipe. Malheureusement, il n'y a pas le choix parce que ce sera ça va pas durer longtemps comme ça, en fait, un énième cycle de reconstruction. Exactement. J'ai envie qu'on aille du côté de Futur. de Miami. Parce que, d'Atlanta, parce que Miami-Atlanta, a été un match de play que j'ai suivi pour le coup de bout en bout. C'était un vrai match de basket, un vrai match de playoff. Tu sentais l'intensité, tu sentais que les deux équipes se répondaient. T'es un peu déçu pour Atlanta au final. Ben franchement, moi j'aurais voulu qu'Atlanta passe, mais après, tu vois, Rizaché par exemple, bon, il passe à côté de son match. Mais ce que Trae Young fait, il va manquer dans ses playoffs, parce que Trae Young en playoff, on sait que voilà, il est toujours. C'est un performeur. Il est toujours. Clutch, il est toujours décisif pour son équipe. Caris LeVert, il a raté un 3 points, qui était vraiment intéressant. Il y a Mitchell du côté de Miami qui leur a fait la misère en défense. Il a été clutch sur des shoots. Mitchell, etc. c'était le profil idéal pour rentrer dans la heat coach. Franchement, c'est un truc de ouf. C'est jamais. C'est marrant quand ça colle à ce point-là, tu vois ce que je veux dire. Mais tu sais à qui il manque. Bien sûr. Tu sais d'où il vient. Bien sûr. Mais et évidemment, il faut parler de Tyler Herro, qui a été décisif à 3 points. C'est clair, en quatrième quart-temps, il ratait quasiment rien. Il met, je crois, 10 des 15 derniers points de son équipe, dont des paniers très clutch. Ils vont en prolongation, et après en prolongation, voilà. Ouais, en fait, on sait que de toute façon, en vrai, on parle de play depuis tout à l'heure, mais Miami, c'est le rôle play, non? Faut dire clairement les termes. Quand vous allez en play-in, vous affrontez Miami, faut avoir peur. Parce que Miami en play-in, c'est très peu de défaites. C'est une équipe qu'en fait, c'est eux Miami. Vous voyez, quand on parle de saison régulière, on disait que les équipes baissent de régime. C'est Miami. En fait, c'est une équipe, on peut pas les jauger parce qu'on se dit si on se bat sur la saison régulière,
on prend l'exemple de Jimmy Butler, hein, sur seulement sa saison régulière, on va dire, ouais, il a pas fait une grosse saison, etc. Dès qu'on arrive à avril, play-in, play-off, c'est pas la même équipe. Dès qu'il y a le goût du sang, là. Et encore une fois, c'est une équipe qui est, on sait, pas très laid dedans, on sait que l'intensité que Miami ramène en play-off, on sait qu'ils aiment bien, comme tu dis, hein, ils aiment bien l'odeur du sang. Ils aiment bien casser les pronostics. Ils aiment bien me dire, ouais, ok, on n'est pas favori, on aime bien taper les favoris, justement. Et ce qui est encore passé là, avec Atlanta, qui malheureusement va pas faire les playoffs cette année, Trae Young va passer encore sous les radars, alors qu'il fait une saison quand même. Faut qu'il parte. Voilà. Moi, je dis, faut que Trae Young parte. Et donc là, du coup, Miami va... Mais Mike, toi, tu donnais cher de la peau du Heat avec le départ de Jimmy Butler? Non, pas du tout. Tu pensais que ça allait mettre à mort cette équipe ou Déjà, avec Jimmy Butler, c'était... Ouais, c'était pas une saison de ouf. C'était une mauvaise saison. Voilà. Non, mais une fois les playoffs commencés, tu sais très bien que... Playoff Jimmy et puis même comme on dit il y a une sorte de métamorphose de cette équipe du Heat à chaque fois. On doutait qu'ils y participent déjà. Après c'est de l'Est hein. À l'Est quand même c'était alors j'ai pas envie de dire c'est inconcevable d'imaginer Miami hors de ses play-in parce que bon ça peut toujours arriver quand même à tes souhaits. Merci. Et à tes amours. Merci. Et que les miens durent toujours. mais pour moi Miami quand même impossible pour moi de signer en disant non c'est cuit. Tant qu'il y a cette capacité là. Tant qu'il y a Spoelstra parce qu'on dit toujours pas Riley mais moi c'est Spoelstra pour moi en fait Miami c'est l'Est. Il y a un ADN. Ouais, c'est l'Est, ouais. C'est l'Est. C'est l'Est. Il y a l'ADN Miami. On sait que Pat Riley, il a mis son ADN dedans. On sait que Miami rate très peu les playoffs. Hein. On prend ces dernières années, même avec le départ. Enfin, on sait qu'il y avait le gros hit avec les Wade, etc. On sait que même l'après-Wade, ils ont quand même bien géré avec Butler, etc. On sait que Miami n'a pas souvent fait des saisons régulières incroyables. Hein. Ils finissent jamais dans le top 2. Hein. Miami, ils finissent jamais dans le top 2. Mais c'est l'équipe. Ils sont pas construits pour finir dans le top 2. Non, mais c'était une belle équipe quand même. Ouais. Avec Butler, après, Butler devait partir parce que ça se voit qu'il crée quelque chose de mauvais dans l'équipe. Avec Pat Riley, on sait toujours pas c'est quoi le conflit, tout ça. Maintenant, il est parti. Le conflit, il est très simple. Financier. Le conflit, il était purement financier. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, je pense qu'il y a quand même des dessous dans cette histoire-là. Enfin, voilà, bref. Maintenant, il y a une équipe qui a quand même Taylor Hero, Adebayo qui ont quand même fait des finales NBA. N'empêche, ils ont quand même de l'expérience, faut le rappeler. Des Wiggins qui ont quand même fait des finales NBA aussi. Donc, c'est comme une équipe qui est comme expérimentée dans tous les cas et qui va rien lâcher. Et je pense que Cleveland aurait aimé avoir autre adversaire que Miami au premier tour. Donc justement. On est connectés, non? Un petit peu. Non, en fait, justement, passons au premier tour des playoffs parce que ça y est, les playoffs ont commencé. Franchement, on a eu des 4 matchs hier. Des matchs de très bonne facture, de très bonne qualité. Sauf pour Milwaukee. J'allais commencer par Milwaukee, justement. Commence par le plus moche. Parce que, Milwaukee, Giannis, il est tout seul. Kuzma magnifique. Alors, ok. Flamboyant. Question. Ce salopard, il arrive, il me dit, et t'en penses quoi de Kuzma, Angelo? Je n'apprécie pas du tout, monseigneur Mike. Mais, dis-nous quelque chose. Par rapport à Milwaukee, tu me poses la question vis-à-vis de Kuzma. Tu penses que c'est une concrète faillite individuelle ou que c'est une faillite collective qui donc Kuzma en devient une sorte de conséquence? Je vais pas être objectif parce que Kuzma, je l'ai jamais apprécié. Pourquoi? Je trouve que c'est quelqu'un qui essaye de briller individuellement avant toute chose et c'est pas un joueur d'équipe. Il soigne ses stats. Bon. Toi, tu parles d'une fois qu'il est parti des Lakers ou tu parles déjà de son expérience? C'est déjà le cas aux Lakers pour moi. Par rapport aux 4 jeunes fantastiques qu'il y avait avec Zubac, Lonzo, Ingram. Pour moi, c'est avant tout c'est un scoreur qui a envie de faire des belles stats et puis c'est tout. C'était sympa quand même. Et en plus, il s'est retrouvé dans une équipe qui jouait à rien du tout pendant un moment, donc il s'est carrément éteint là-bas. Et je pense, moi, j'ai pas vu d'un bon œil son arrivée au Bucks. Tu pensais pas que c'était quand même intéressant après, je suis pas objectif, comme je t'ai dit. Mais toi, c'est vraiment, il y a un truc qui te dérange chez lui? Ouais. Ok. Ouais. Donc c'est le ressenti qui te fait. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour te faire changer ton ressenti? Qu'il mette un point, un ou deux. Je sais pas. Non, mais attends. Un layup, tu penses que Monseigneur Mario il dit il est bon, lui? Non, il a pas l'étoffe d'un guerrier. Pour moi, c'est pas. Je sais pas. Je le sens pas, ce mec. Pas le killer instinct? Moi, pas du tout. Là où je te rejoins, pour moi, il fait partie d'un gros pack des mecs qui sont plus intéressés par la Fashion Week
sortir avec des modèles. Lui, les Ben Simmons, etc. Il va venir avec des contours propres, ça c'est sûr. Tu parles des pulls extra longs. C'est des mecs qui sont roses. très sur ce côté-là, très axés sur ce côté-là. Et c'est des solistes, ils pensent qu'à eux. Et ils prennent leur argent. Ça n'empêche pas de, tu vois. SGA, moi je le mets pas dans ce panier-là. Moi je le vois. Il est très fashion, frérot. Non, très fashion, mais fashion, plus fashion que basket. Tu vois, Kuzma pour moi, il est plus fashion que basket, comme Ben Simmons. C'est des mecs, en vérité, ils ont pris le rosé, ils sont jeunes. C'est des light skin, ils sont beaux gosses, etc. Ben Simmons, il arrive une galère, c'est juste... Non, il arrive une mauvaise galère. C'est juste pas d'excuses valables et validées pour Ben Simmons. Recentrons-nous sur les Bucks. Yanis, il est tout seul. Damian Lillard, il est pas là. Et le truc qui est pire, qui est triste, c'est que je pense même qu'avec Damian Lillard, il serait quand même déchiré par les Pacers parce que c'est ce qui s'est passé. Non, pas comme ça. Et puis surtout, regarde, je te donne mon argument du pourquoi. T'as peut-être raison. Qu'est-ce que tu connais au basket, de toute façon? You don't got the answers, Sway. You ain't got the answers. Non. C'est pas le bon exemple. Oui, c'est clair, c'est pas le bon exemple, mais pour le coup, j'ai plus de réponses que Sway. Je pense pas que t'aurais forcément tort. Mais quand tu as Damian Lillard, qu'est-ce qui se passe? Kyle Kuzma n'a pas les attentes sur ses épaules d'être le soutien numéro 1 d'un Giannis Antetokounmpo. En feu. Déjà. Mais il est en feu depuis... Alors, j'ai envie de vous dire, on parlera de Giannis d'une manière différente quand il ne sera plus en feu. Il n'est que feu et flamme en ce moment. Mais un mec comme Kyle Kuzma, il est très très bien quand c'est une 3e option, voire même 4e option. C'est-à-dire que c'est un mec qui peut laisser parler son jeu à ce moment-là. Il va prendre les catch and shoot qu'il doit prendre. Il peut se lâcher. Il peut jouer libéré, sachant qu'il y a beaucoup plus d'espace. Quand tu as Damian Lillard sur le terrain avec Giannis Antetokounmpo, les défenses jouent plus pareil. Là, tu sais pertinemment que après Giannis, qui va faire quoi? Et le seul qui est supposément, en tout cas techniquement habilité à faire un truc, même sur de la création individuelle, au cas où il y ait des prises à 2 ou à 3, ou mettre peut-être des tirs un peu de loin, bah c'est Kyle Kuzma. C'est lui qui est supposé être la 3e. La 3e option. Donc maintenant, tu lui dis, non, Kyle, t'es la 2e option. Il sort d'une saison à Washington où bah, le jeu proposé c'est moribond, et mine de rien, il faut quand même se remettre dans une configuration où au niveau de tes repères, de l'efficacité de ton jeu, bah ça va pas être le même délire. Mais je pense qu'un Middleton en pleine forme, il peut jouer ce rôle-là. On est entièrement d'accord. Mais quand est-ce qu'il a été en pleine forme? C'est ça le problème. Il y a un moment. Il y a longtemps. Ouais. Et donc là, tu essaies de te dire, bah, il faut qu'on essaie de trouver quelque chose d'immédiat parce que de toute manière, TikTok. Mais Kuzma, c'est clairement pas l'équivalent de ce que Tim Middleton. C'est clair. C'est pas l'équivalent, mais tu as quand même une version intéressante d'un joueur qui athlétiquement peut proposer des choses intéressantes. Ça reste un très bon basketteur. Si vous n'aimez pas Kuzma, je peux le comprendre. Il peut vous déplaire. Même sa mentalité peut vous déplaire. Mais basketballistiquement parlant, ça reste un excellent joueur de basket qui n'était pas dans les meilleures dispositions du côté de Washington parce qu'il était dans une vibe globale où quand tu vois comment se comportait Jordan Poole, tu comprenais tout de suite que ça allait pas bien. Tu comprenais tout de suite. Tu vois, je le mets dans le même pôle, Jordan Poole. Les mecs qui sont là, qui... Humainement, Kuzma, et j'en ai fait même un podcast à l'époque, hein. C'était pendant le Covid, hein. Quand je parlais justement des quatre jeunes pousses des Lakers, je parlais justement que s'il fallait garder quelqu'un des 4 en soutien à LeBron, je suis d'accord. C'était Kuzma. À l'époque, mais ça veut dire que s'il l'a fait avant, c'est dans son disque dur. C'est juste qu'il faut avoir l'entraîneur qui soit capable de faire sortir ça et le jeu qui soit capable de faire sortir ça. Moi, je pense qu'il s'est perdu. Mais ça change. Donc ça veut dire qu'il est destiné à jamais se retrouver. Mais en fait, le contexte dans lequel il joue, quand t'as jamais eu cette pression, surtout en playoff et genre t'es numéro 2, on attend de toi. Mais c'est pour ça que l'absence de Damian Lillard, quand tu disais si Lillard était là, ils auraient pris la même volée. Je dis non. Je te dis ça parce que Lillard non plus n'est pas performant. Et les Pacers sont clairement les clés pour... moi, ils les connaissent trop bien. Justement, je vais donner juste mon avis là-dessus. Hier, on voit le match, on voit un Giannis esselé. Giannis. Excuse-moi, je sais que t'es grec. Mais on dit les choses. Non, on dit les choses. J'entends. Et justement, je pense que je suis pas très loin... je pense que Flexel n'a pas totalement tort et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, on a vu une équipe d'Indiana en fait qui a un jeu très 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 rapide.
C'est une équipe qui, dès qu'il y a un panier raté, ça va très vite, ça va 10 000 à l'heure. Milwaukee raté à 3 points. Derrière, il y avait 2 points directs. Ouais. On a vu un Siakam qui rentrait très très fort dans son match. Un Miles Turner qui a été très bon aussi. On parle pas de Siakam, mais... Non, mais voilà. Un Siakam qui a été très bon. C'est pour ça que je donne ses fleurs aujourd'hui. On sait que, faut pas oublier qu'il il a quand même un titre. Il sait ce que c'est d'aller gagner un titre. On l'a vu avec Toronto. Là, le seul truc qu'on pourra reposer à Giannis, excuse-moi. Non, mais t'excuses pas, tu l'as fait parfaitement. C'est justement le fait que le mois d'avril, on sait qu'il avait beaucoup impliqué ses coéquipiers. On sait que, voilà, il tournait en triple double de moyenne en avril, etc. Et là, on a vu que Indiana l'avait très bien compris, hein. Giannis il va prendre la balle, il va vouloir aller au panier, il va vouloir mettre des points. Ce qu'ils ont fait, Indiana, c'est qu'ils ont laissé Giannis faire ce qu'il a à faire. Il finit à 36 points. Mais voilà, le match était très vite fini. Giannis très très vite frustré. Et au final, je pense qu'au final, même des Bobby Portis qui n'ont pas apporté. Brook Lopez, on sait qu'il est sur la fin, donc on va pas lui demander aussi grand chose. Après, il y a eu seulement les remplaçants. Il y en a quand même qui ont apporté quand même. Je pense à Edgy Green, celui qui avait quand même relancé le match à la fin de 3e, début 4e pour mettre ses points. Même des Kevin Porter, des Trade Junior, c'est eux qui ont quand même apporté en plus de Giannis. C'est un peu ça le problème. Maintenant, ce qu'il faudra faire dans le game 2, gérer déjà le repli défensif. La défense, parce que c'est impossible de prendre autant de points et de penser gagner le match, parce qu'on sait que Milwaukee, de base, quand ils ont gagné le titre, c'était parce qu'il y avait quand même une défense, il y avait quand même une rigueur défensive qui n'y a plus du tout aujourd'hui. Quand il y avait Jrue Holiday. Oui, c'est ça. Mais il y a quand même une rigueur. Et il y a aussi le fait que Lillard va revenir, mais sous quel état? Parce que Lillard n'était même pas censé revenir là, parce qu'avec la blessure qu'il avait, c'était out pour la saison de base quand on l'avait annoncé. Là, il va revenir, il a pas joué depuis quelques semaines, plusieurs semaines. Et même Lillard, c'est plus le Lillard de... Voilà, mais il va revenir en playoff, mais même Lillard, c'est pas un joueur défensif. Mais tu joues pas pareil quand t'as Lillard sur le terrain, les gars. Vous sous-estimez cet aspect-là. Non, je sous-estime pas Lillard. Ce que je dis juste que Lillard, quand tu vas Non, j'ai pas dit que tu sous-estimes Lillard. J'ai dit vous sous-estimez l'impact que ça a sur le jeu. Oui, c'est-à-dire que sa simple présence va ouvrir des espaces et va libérer les énergies. Sa simple présence. Là, on parle vraiment par rapport à cette série-là contre les Pacers qui les connaissent par cœur, qui les ont déjà battus plusieurs fois avec Lillard, etc. Parce mais surtout que en saison régulière, la saison régulière, c'est 3 victoires, une défaite pour Milwaukee, les gars. Donc il y a quand même, il y a quand même. Par exemple. En NBA Cup, par exemple. Tu vois, dans les matchs qui comptent, dans les matchs importants, voilà, on sait que ils ont déjà battus, tu vois. Soit ils les ont déjà battus, mais les Bucks cette saison régulière ont dominé le match-up. Et je vous dis, les garçons, je le signe, vous mettez une équipe des Bucks avec Damian Lillard et un petit peu d'adresse, un Kyle Kuzma qui donne même pas la plénitude de son talent, mais un peu plus d'options. Les gars, vous sous-estimez. Si Damian Lillard revient, sera à l'aise. Kuzma sera dans son. Mais justement, là, dans son fauteuil. Juste avant de conclure, là, c'est aussi que l'adresse des Bucks était catastrophique hier. À 3 points, c'est catastrophique. Mais complètement. Giannis, aussi bien qu'il essaie de ressortir pour les 3 points, etc., mais non mais attends, t'as Turner qui prend des step back, t'as Bryant qui met dedans comme si c'était un arrière. Tout le monde a participé à l'effort offensif. Du côté d'Indiana, même les pivots ont tout mis. Non mais ça, donc, attention Indiana. Je suis d'accord. Non mais je dis attention, mais est-ce qu'ils vont reproduire exactement la même performance avec la même efficacité? Et surtout, vous vous attendez à ce que ce soit exactement la même chose du côté de Milwaukee? Je sais pas quand Lillard. Même sans Lillard, ça va pas être la même chose. Je sais pas quand Lillard revient. Ouais, il revient. On sait pas quand il revient. Ils ont dit game 2 ou game 3. Maintenant, pour Milwaukee, il est urgent de gagner quand même le game 2. Parce que même si tu rentres à domicile à 2-0, on sait que c'est compliqué. Non, mais à 0-2, la série est terminée. Donc voilà. Après, Milwaukee va peut-être grappiller 2 matchs, mais de revenir, ce sera trop compliqué parce qu'il faut faire les stops défensifs dont tu parlais. C'est clair. Et je pense que, enfin bref. On va voir. Moi, je sais pas trop quoi dire de cette série-là. Là, franchement, c'est pas la série qui me hype le plus déjà. C'est laquelle? Mais Knicks Pistons. Franchement, j'ai regardé ce match hier soir. Franchement, à l'Est. Ah oui, ok. Non, on parle de l'Est. Non, d'accord. Moi, je suis un Laker, c'est bon, tu vois la casquette que j'ai aujourd'hui, donc voilà. Knicks, Pistons. Franchement, belle affiche. Surtout avec des Pistons qui reviennent des enfers, parce qu'ils reviennent du trou de la NBA, c'était la vanne de la NBA l'année dernière. Et là, des dernières années, mais surtout l'année dernière où c'est carrément Kuzma qui s'était dit oui, don't be that team. Genre, là, ne sois pas l'équipe qui perd contre les Pistons, et ils ont perdu contre les Pistons quand ils étaient aux Wizards. Maintenant, c'est les Wizards qui sont devenus exactement, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce que t'as à dire sur ce match-là en question? Franchement, c'est un match les chiffres mentent. En fait, on dit souvent que les chiffres n'en mentent pas. Là, vous allez voir, Brunson, 34 points et tout. Ah, il a fait un match de fou.
Non, il a pas fait un match de fou. Il a été maladroit. Il a trop raté, que ce soit des choux, des lancers francs, etc. 12 sur 27 au tir. Tu vois ce que je veux dire? C'est énorme. Il a été très, très abreuvé par ses coéquipiers qui l'ont fait marquer. Clairement, ils étaient en contre-attaque. Au lieu de marquer, ils lui donnaient à lui, etc. Il s'est retrouvé dans plein de positions favorables. Pour moi, le MVP de cette équipe, il y a Cameron Payne qui a fait un très bon match, mais OG Anunoby. OG Anunoby, que ce soit en attaque ou en défense, franchement, ce mec-là, je pense qu'il peut être un game changer. Josh Hart aussi qui a fait justement, on en parlait juste avant. Déjà, avant de toute chose, je veux quand même donner mes fleurs à Détroit parce que c'est quand même une équipe, moi, je vais pas te mentir, l'année dernière, j'ai tapé là-dessus comme jamais avec leur série de défaites, etc. Mais c'est une équipe plaisante à voir aujourd'hui, qu'ils ont une identité. On sait que c'est pas facile de jouer contre Détroit aujourd'hui cette année parce qu'ils ont rien à perdre. Et ça fait plaisir à Cade Cunningham de jouer enfin les playoffs parce que je pense qu'il le méritait. Il fait partie des meilleurs meneurs à l'Est cette année. Après, c'est un match où Détroit a dominé pendant un bon bout de temps. Ils étaient devant un Tobias Harris, cible préférée de Jimmy Butler, qui a réussi son match, justement, qui a emmené comme cette équipe-là. Il était vraiment chaud ce match-là. Oui, justement, c'est là où je dis, etc. Et on arrive au dernier quart-temps, et là, les Knicks, en fait, on a compris pourquoi les Knicks et Détroit, il y avait quand même une différence d'écart, parce qu'en fait, on passe sur un 23-0, 21-23-0. Là où, comme on a dit, Anunoby très important, et Josh Hart aussi, parce qu'en fait, ils permettent justement à ce que les joueurs mon MVP, c'est Josh, hein. C'est pas... Justement, pour parler de Towns ou de Brunson, eux se concentrent sur l'attaque parce que on sait qu'il y a des gens qui vont faire le sale boulot à côté. On sait que c'est des joueurs qui sont très complets. On voit des fois des matchs, genre, des fois il est en triple-double, on ne remarque même pas. Anunoby aussi qui va apporter pas que les points, mais c'est le sale boulot, c'est peut-être les petits rebonds offensifs, c'est peut-être la déviation, l'interception qui va faire que l'équipe va se relancer. Et je pense que les Knicks, en soi, avec un Michael Bridges qui rentre de mieux en mieux dans l'équipe des Knicks, je pense que justement le game 1 montre justement la force de caractère des Knicks, ce qu'ils ont apporté à la fin. Oui. Et je pense que justement, je pense que ça va faire du bien de jouer contre l'équipe de Détroit, qui va les pousser au retranchement et qui va les pousser à devenir meilleurs de match en match dans cette série. Mike, pour toi, Brunson, il est digne? Il est à la hauteur des légendes du passé new-yorkaises? Parce que c'est lui le leader maintenant. C'est lui le face of the franchise. Quand on dit leader, on parle quand on dit légende, en tout cas, il porte l'équipe, en tout cas. Il a ce qu'il faut pour porter l'équipe. Après, est-ce qu'il est à la hauteur des légendes? Non, mais est-ce qu'il est digne? Parce que pour être à la hauteur des légendes, il faut de la continuité. Il faut accomplir certaines choses. Mais est-ce que pour toi, il est digne? C'est-à-dire que tu vois en lui cet homme qui, déjà, possède les bonnes valeurs appréciées du côté new-yorkais, possède cette grinta, qui possède cette personnalité, cette gêne clutch. Parce que regarde, Carmelo Anthony, est-ce qu'il a gagné des titres ou des trucs comme ça? Mais ça reste une New York legend. Tu peux pas dire que Carmelo Anthony, dans le cœur des supporters des Knicks, c'est pas une légende. Effectivement, mais je trouve qu'il a moins le... Ouais, mais après, attends, il faut voir les équipes qu'il avait, Carmelo. Vous pouvez pas non plus dire les équipes qu'avait Carmelo. Vous pouvez pas me dire qu'il avait des équipes magnifiques. Vous allez me dire qu'il a déjà eu le supporting cast, Carmelo, de Brunson. Non, pour moi. Mais en termes je trouve qu'il a pas l'ADN New York, le jeu dur. Tu parles de Melo? Ouais. Non, je suis pas d'accord. Mais en fait, c'est avant tout un scoreur. En fait, un mec qui défend pas, c'est pas, voilà, mais si tu défends pas, c'est compliqué. Après, tu vois ce que je veux dire. Carmelo, il a ce truc-là où il vient de New York, on sait qu'il vient de New York, il a grandi là-bas, etc. Ce qui fait, voilà. Après, il avait quand même une bonne équipe, moi, je trouve. Comme il avait une bonne équipe. J'ai pas dit qu'il avait pas une bonne équipe. Moi, je t'ai pas dit ça. Ce que je te dis, c'est que quand il arrive, là, il arrive avec un Soulmayer qui était Soulmayer Prime. Après, la cohabitation, elle n'a pas marché, malheureusement. Donc, Soulmayer il était passé sa prime, Soulmayer. Ouais, il était passé. Il était passé sa prime. Pardon? Soulmayer, il fait pas une saison d'MVP avant que Carmelo arrive? Bah, il sort d'une blessure. Je parle de la saison 2010-2011. Je parle de cette saison-là où Soulmayer fait des matchs incroyables cette saison-là. Je m'en souviens très bien des Knicks. Carmelo, quand il arrive, malheureusement, la cohabitation ne parle pas parce que Soulmayer, c'est lui qui avait les balles à ce moment-là. Mais c'est pas le sujet. Carmelo, il a quand même des moments marquants quand même chez les Knicks. On sait, des moments clutch, etc. Maintenant, Brunson, en fait, ce que je vais attendre de Brunson pour être à l'image de légende, ça va être qu'est-ce qu'il va faire en playoff. Vous voyez, là, maintenant, le premier tour, le premier tour, il fait son job, hein, depuis qu'il a son job. Et je pense on n'attendait même pas à ce que Brunson joue aussi bien chez les Knicks. On va pas se mentir. Là, maintenant, ils ont une équipe, en tout cas, un 5 majeur assez agréable à voir jouer, complète. Maintenant, le premier tour, ça doit être pas une facilité, mais ils doivent passer le premier tour et penser déjà à Boston, parce qu'au second tour, ça va être Boston. Ils vont passer de toute façon. Oui, justement. Et moi, je vais voir ce que Bronson va faire contre Boston. C'est là qu'on va voir justement le statut de légende d'Enix, s'il va s'affirmer ou pas. Même si, on dit pas de gagner forcément, mais de faire des performances qui font que on va te retenir.
Parce que les légendes des Knicks, on sait que les Knicks n'ont pas gagné de titre depuis très longtemps, mais Ewing reste une légende. Malgré qu'il n'ait pas gagné de titre. Mais justement. Ewing, c'est un dream teamer, les amis. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est New York, c'est particulier. Il suffit pas juste de scorer au truc. Je suis d'accord. Faut défendre, faut avoir du caractère, tu vois ce que je veux dire. C'est ça qu'on retient. Un Charles Oakley, c'est une légende. Melo, c'est pour ça que moi je donne pas ce truc-là. Il avait pas ce truc en défense il harangue, truc. C'était un soliste. Un très beau soliste, un mec qui peut mettre 60 points dans un match, y a pas de problème. Mais on a besoin de ce genre de joueurs, à la OG Anunoby, les mecs qui arrachent tout, ils sont relous en défense. Non, de toute façon, c'est la mentale de Thibodeau, de toute façon. Exactement. Dans tous les cas, c'est ça qu'il attend de ses joueurs, dans tous les cas. En plus, un coach qui a cette philosophie-là, il peut te magnifier en défense et faire de toi un plus beau joueur, vraiment adapté pour New York. Donc, il y avait l'ambiance, il y avait la salle. Je termine juste là-dessus. Pour moi, Brunson, c'est des points, entre guillemets, pas artificiels, mais je le voyais très fatigué. Tu l'as senti très fatigué. Qui n'est pas fatigué quand il joue pour Thibodeau? Mais c'est pour ça que j'ai peur pour la fin de la série, parce que Cunningham, il va pas rater son match comme il l'a raté là. Je pense que quand ils vont aller à Détroit, peut-être moi j'ai du mal à me concentrer, les garçons, parce que le slender sur Carmelo, moi j'ai envie d'entendre la Knicks Nation. Premièrement, vous me dites c'est pas slender, c'est juste c'est un slender. Vous êtes en train de me dire que le mec il défend pas. Il défend pas peut-être à l'échelle d'un John Starks, mais personne défend à l'échelle d'un John Starks. Mais là, c'est pas un mec avec. Ouais, mais Anunoby, Josh Hart et tout ça sont pas les mecs qui ont la moitié du talent de Carmelo Anthony. Donc à un moment donné, mais Carmelo, vous vous souvenez de Carmelo Anthony du côté des Denver Nuggets? Mais on te parle pas. Vous vous souvenez de la série qu'il fait contre les Lakers? On parle pas d'attaque. Donc, mais il était tout à fait capable. C'est pas comme s'il trichait défensivement. Non, c'est défensivement que parle de l'ADN. Mais même au niveau de son effort défensif ou autre, c'est-à-dire que c'était pas un tricheur. Non, mais après, attends. Moi, je comprends les deux côtés. Parce que, maintenant, on parle comme ça. Je te jure. Moi, je pense que justement, il y a un côté très rugueux chez les Knicks que Carmelo n'avait pas forcément. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais par contre, Carmelo, c'est quand même quelqu'un qui, quand on voit les Knicks jouer au début de 2010, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu une telle ferveur chez les Knicks, quoi. Moi, personnellement, Carmelo, légende chez les Knicks. Moi, je suis d'accord avec Andrews. Pour moi, c'est une légende chez les Knicks. Et pour info, j'ai fait mon calcul rapidement. Amare Stoudemire, sur ces 4 années avec les Knicks, il tourne en dessous il tourne un tout petit peu plus de 13 points par match. Moi, je te parle de la saison. La saison précédente, ouais, d'accord, mais quand il est arrivé. Mais moi, je te parle de la saison où il arrive aux Knicks. La première saison qu'il fait quand il est au Knicks, tu regarderas. Non, j'ai regardé. Je valide. Il est dans le top 10. Il y a pas de souci. De la NBA au niveau statistique. Et tu regardes même où il est placé au MVP. Il est dans le top 10. Je validais ce que tu disais. Dans le top 10. Moi, c'est cette année-là que je parle. Après, je parle pas de la série contre les Heat où il met un coup de poing contre un extincteur et qui se casse le poignet, etc. Tout ça, après, ça s'est fini vite. Mais maintenant, Carmelo. Mais tu vois, par exemple, Amare, c'est pas un mec qui a survécu les expectations, les attentes new-yorkaises. C'est-à-dire que lui, tu la mets du côté de Phoenix, magnifique. Tu le mets du côté de New York, il s'est écroulé. Et Carmelo, lui, ne s'est jamais écroulé. Respectez mon gars Carmelo. Non, mais c'est pas là ce que tu fais exclure, on le respecte. On le respecte. C'est juste que, en termes de légende new-yorkaise, il y en a plein qu'on met devant lui. Oui, quand même, mais c'était pas ça. Mais je pense que on fera un débat là-dessus, ce sera très important sur les Knicks, sur les légendes des Knicks. Mais tu vois, en fait, juste pour résumer rapidement, tu vois, je vais te prendre un parallèle avec le foot. Tu vois, Carmelo, tu sais, dans le foot, il y a des mecs ils peuvent mettre beaucoup de buts, mais c'est des mecs qui veulent mettre que des beaux buts. Alors que des fois, mets un pointu, mets un but du dos, on s'en fout, c'est un but, tu vois ce que je veux dire. Et Carmelo, il beaucoup dans ce truc de beauté, mais j'ai pas l'impression qu'il se salissait, qu'il se déchirait complètement sur les matchs. C'est ce que je veux dire. Après Carmelo, c'est une impression, c'est peut-être que après il a apprécié parce que c'est une star. Il arrive dans un gros marché à New York et toi, ils ont envie d'avoir une belle équipe. Bien sûr, bien sûr. Donc bien sûr, il est encensé. Après, il a fait le job, mais en termes d'ADN du joueur, c'est pas un mec rugueux. Ouais. Dans la tradition new-yorkaise. Est-ce qu'il pouvait faire plus? Est-ce qu'il pouvait faire plus? Alors, on sait Carmelo, c'est un égoïste. Voilà, on sait Carmelo, c'est un égoïste. Non, mais Carmelo, c'est l'épitome du rugueux. C'est un mec dur, c'est un mec qui aime le combat. On attaque. Oui, mais attendez, et vos standards défensifs, on va parler de vos gars là. Parce que Jalen Brunson, c'est, le mec super rugueux défensivement à toutes les positions. Personne n'a dit ça. D'accord, mais pourtant c'est un All-Star et c'est un mec qui est leader de cette équipe. Et bon, après, légende, s'il gagne les séries playoffs et qu'il vous emmène les Knicks en finale NBA, vous allez le mettre au stade de légende. C'est juste que Carmelo, il a pas fait ça et donc vous refusez de lui donner ses fleurs. Moi, pas forcément. Non, on donne ses fleurs. On dit juste que par rapport à des légendes new-yorkaises, Ouais, mais il est 3e au titre de MVP en 2013, les gars.
Oui, mais il est All-NBA, il est All-NBA 3 fois. Regarde, nous on parle de ressenti, tu nous parles de chiffres, tu nous parles de ranking, de les chiffres ne mentent pas. Ouais, moi, la question à poser juste avant pour conclure ça, c'est quand on parle de légende, c'est quel statut, quel niveau de légende? Parce qu'en fait, tu peux dire légende Ewing, tu peux dire légende Willis Reed, tu peux dire légende Carmelo. Tout a une définition particulière. Ok. C'est vrai que juste Carmelo peut être une légende des Knicks. Ewing peut être une légende, mais pas à la même échelle. Faut savoir juste à quelle échelle on peut placer Bronson. C'est simplement. C'est ça. Bon, justement, c'est comme Hall of Famer, premier ballot, second ballot. Exactement. Ou c'est comme des mecs qui sont dans le top 75 alors que les mecs ils sont tout le temps blessés, tu vois. Alors qu'un Dwight Howard n'y est pas. Enfin bref. Ouais, non mais voilà. Bref. Merci. Non, mais merci. Ok, passons à l'Ouest. À l'Ouest, bon, moi, j'ai la casquette de méga. T'es un bon. Le gars qui devrait avoir le MVP. Nuggets Clippers. Et qu'il n'aura grosse pas. série. D'ouf. On est d'accord. Jokic MVP tous les jours. Mais il l'aura pas, hein, vous savez. Mais il aura pas, mais je comprends pas qu'est-ce qui se passe? Juste parce que l'autre, il est au leader au point et au ranking. Mais tout le reste, toutes les catégories statistiques possibles. Non, justement. On va pas faire long là-dessus, mais James Harden, il a trahi, en fait, un petit peu le game plan. Il a trahi le scénario. Il a dit, nous, les joueurs, on veut que ce soit SGA qui l'est. Parce que le bilan de l'équipe, parce que le scoring et tout ça. Mais le meilleur joueur du monde, c'est Jokic. Et James Harden l'a dit, mais en plus, zéro hésitation. Hein. Zéro hésitation. Il a respecté Jokic à ce niveau-là. Et en plus, il a respecté Jokic en expliquant pourquoi le pourquoi du comment les joueurs pensent de la manière dont ils pensent. Il s'est pas caché. Moi, je préfère les mecs qui se cachent pas que les tirs au flanc. Les gars qui vont te mettre une balle quand tu regardes pas. Donc, ok. Mais je crains, malheureusement, ce que Harden trahit et ce que tu annonces comme étant quasiment une formalité. On dirait que c'est acté. C'est quasi acté. Le monde basket, c'est acté pour tout le monde. Le problème, c'est qu'on a trop d'expérience par rapport, tu sais, aux manipulations médias, au forcing, au storytelling. On sait qu'en NBA, le storytelling, c'est 90% du boulot. Moi, chez les gars. Et regarde, comment est-ce que Embiid a eu le MVP? Sachant qu'il était méritant, mais une fois de plus, tu regardes statistiquement ce qui se passait. Même Embiid par rapport à Jokic, c'est Jokic. Chaque année, l'année où Embiid a le MVP, il était tout aussi légitime que SGA. Et ça se discutait un petit peu plus. Mais Jokic avait déjà établi la meilleure saison individuelle. Il vient de battre son standard. Ouais, exactement. Gars, avec triple-double, en plus quel triple-double, enfin l'importance qu'il a dans l'équipe et tout, vraiment, enfin bref. Vraiment, si on parle de cette série, savoir que les Clippers étaient sur une grosse saison. Ouais. Ils sont sur une grosse saison. Ils le sont. Okay. Retour de Kawhi, James Harden stratosphérique, qui a tenu son plus belle série pour moi du premier tour. Vas-y, mais... Ouais. Mais en fait, en tout cas, le plus beau premier match. Ouais. Déjà. On sait que la forme du moment était beaucoup chez les Clippers. On sait que c'est 18-3 depuis le All-Star Game. Hein. On sait que ça va très bien chez les Clippers. On en parlait, je pense qu'on en parlait en off. Zubac, très bon Zubac. Un bon Norman Powell. Un Harden. Fontaine de jouance, voilà. On sait que Harden, justement, j'ai beaucoup aimé le Harden Zubac ensemble. Je trouve que ça match très bien. Et je trouve que maintenant, l'impliquer en attaque aussi, ça permet d'avoir encore une autre menace offensive. Nicolas Batum aussi, shout out aussi, parce que des paniers importants pendant le match. Le Big Three, là. Et il m'a saoulé, même. Il m'a saoulé, il m'a fait mal à la tête. Il a fait beaucoup de bien. Un James Harden, je parle surtout de son premier quart où il commence très très fort. Lui et Zubac, il commence très très fort. On le sait, il attaque beaucoup le panier. Le cross incroyable qu'il met à la fin pour finir le premier quart-temps, etc. T'as appelé celui-là. Tu sais ce que ça rappelle Zubac Harden? Tu sais ce que ça rappelle Zubac Harden? Capella Harden de Houston, mais dans un profil différent. Bien sûr, Zubac, c'est les pieds au sol. Capella, c'était la tête au cercle. Mais dans l'absolu, un mec comme Harden, dès que tu lui mets un big opérationnel sous le panier, c'est un truc de ouf. Ouais. À chaque fois, c'est un truc fonctionne. De ouf. Et justement, je reviens à Sabonis d'Aaron Fox. T'as capté? Et c'est là où c'était important parce qu'en fait, en vrai, hein, les Clippers sont menés pendant tout le long du match en soi. Hein. Ils sont arrivés, ils ont mené pendant 3/4 du match. Et ce qui va se passer, c'est que, justement, Denver, là où c'était important aussi, on a vu un Jokic, quasiment un triple-double, c'est standard habituel, on va dire ça comme ça. Là où il a amené les défenseurs sur lui et qui a libéré beaucoup, notamment Aaron Gordon, qui fait un très très bon match à 25 points. Ouais. Là, il faut le citer. On sait que, justement, un Westbrook et qui a été important. Incroyable. En fait, justement, Westbrook, il était compliqué, j'en parlais avec ça tout à l'heure, parce que aussi bien il a aidé l'équipe,
aussi bien il a failli tout foirer. C'est Westbrook. C'est Westbrook, c'est 5 sur 17 au jeu, mais il te met le 3 points de la gagne, l'interception. Mais là où j'ai beaucoup aimé Westbrook, c'est que tous les rebonds offensifs, ça se battait là-dessus. Lui, Gordon, tous les rebonds offensifs. Il y avait un moment, à la fin du match, Denver, ils avaient 3 possessions à chaque fois. Rebond offensif. Ouais. Ça a tué le match, hein. C'est lui qui met le 3 points importants aussi pour aller avant d'aller en prolongation. On sait que Westbrook, c'est pas ce registre-là, mais il le met. C'est lui qui fait l'interception celui qui cause la perte de balle à James Harden à la fin de match. Donc, en fait, on va dire que Jokic fait son standard habituel, mais autour aussi, c'était très important. On a pu voir que Denver aussi pouvait compter aussi sur tous les joueurs aussi autour. Et ce qui a fait que, voilà, ils gagnent la victoire, enfin, ils prennent la victoire avec un match qu'ils n'ont pas maîtrisé de bout en bout, mais qu'à la fin, l'envie de gagner... Mais c'est prometteur, quelque part. L'envie de gagner a permis justement à cette équipe-là, à domicile, hein, de prendre un match important, de ne pas laisser les Clippers reprendre l'avantage du terrain. Tu penses que c'est quoi la clé pour toi, pour les Nuggets contre les Clippers, là? Parce que c'est une série, c'est super équilibré. Il y a du très très lourd. Très dur à dire. Je pense dur à dire. Moi, je pense qu'ils ont maîtrisé le match. Je suis pas d'accord avec Mills. Je pense que les grosses équipes en 4e quart, elles font toujours ce qu'il faut. Ils savent comment gérer. Donc tu veux dire qu'ils ont maîtrisé leur 4e quart-temps? Je dis pas que c'est pas une grosse équipe les Clippers, hein. Mais en l'occurrence, une équipe. J'ai trouvé vraiment très efficace. Après, c'est dur de garder Westbrook sur le terrain à la fin du match. En tant que coach, moi, je sais pas ce que je ferai avec lui en fin de match, parce qu'il peut. Mais c'est quoi la clé pour toi pour les Nuggets pour prendre la série? D'avoir un gros Gordon. Pour moi, la clé, c'est Gordon qui fera la différence. Et Murray et Jokic vont faire le job. Et après, d'avoir un Gordon qui soit opérationnel. On a parlé de Kyle Kuzma, mais il faut parler aussi de l'absence. Enfin, je sais même pas s'il était là, de Michael Porter Jr. Il a pas joué, il était pas blessé, hein. Non, mais c'est un truc de fou parce que des mecs comme ça, qui pourtant ne défendent pas, donc ils n'ont que ça à faire scorer dans l'effectif en présence de mais des Nuggets. Il prend que 4 tirs. Hein. Mais il joue 26 minutes, en fait. Pourquoi on le voit pas, mais il joue 26 minutes. En fin de match, il joue pas en fin de match. Ouais, il joue pas. Mais il y a un vrai problème avec ce joueur-là parce qu'on compte sur toi, on a besoin de toi. Déjà que tu défends pas, si même au scoring tu te caches, je pense pas qu'il y ait besoin de lui, moi. Mais dans ce fameux quatuor offensif, il faudrait quand même qu'il mette quelques points parce qu'il y a Jamal Murray qui revient bien. Moi, je pense que si Jamal Murray il est en forme, je pense que les mecs peuvent aller au moins en finale de conf. Et je pense qu'ils peuvent taper les Clippers. J'aime beaucoup le Christian Brown aussi. Moi, je l'aime beaucoup. Et moi, je trouvais déjà très bon cette saison. Ouais, il est propre. Et c'est lui qui met le panier pour finir le match. Les bons choix, lui, en fait, il a pas peur. Il a pas peur, on lui donne la balle, il a pas peur de prendre les tirs. Et ça, je pense que Denver, ils ont besoin de joueurs comme ça. Jokic aime ces joueurs-là. Et il va tirer la défense, il va te lâcher la balle, prends ton tir, mets-le. Pour moi, ce qui va faire, ce que Denver va peut-être remporter la série ou les Clippers, c'est les role-players. Pour moi, c'est ce qui va jouer autour de Jokic. C'est si vous allez mettre vos points, parce que Jokic, dans tous les cas, il va mettre ses points. En soi, il va mettre ses points, mais il va distribuer des passes. Là où maintenant les Clippers, là où ils ont été très forts aussi, ils ont causé beaucoup de pertes de balles aussi aux Clippers. Merci. C'était le point que j'allais aborder pour terminer. Parce que les Clippers ont perdu énormément de balles. Et pour moi, ils en perdent 20. Ouais, voilà, les pertes de balles. Et des fois aussi bêtes, en fait, parce qu'en fait, c'est des pertes de balles. Je prends par exemple une fois Kawhi Leonard en fin de match où il protège mal sa balle et qu'il se fait moi je pense que dans Leonard il peut pas perdre. En fin de match des deux côtés, hein. C'était un peu bordélique, hein. Ouais, mais justement, je trouve que justement Leonard à la hauteur de Harden où il met son gros 3 points pour aller en prolongation, enfin Harden qui était quand même là, on l'a quand même vu. Moi j'ai vu un Leonard un peu fantomatique en fin de match. Moi ça qui m'a un peu déçu alors qu'il avait fait un très très gros deuxième quart-temps, mais je trouve qu'en deuxième mi-temps, c'est là où j'ai trouvé les Clippers un peu bizarres. C'est qu'en fait en première mi-temps, chacun avait son moment. Zubac avait son moment, Harden avait son moment, Leonard. Après, en seconde mi-temps, on savait plus trop qui avait son moment, qui allait scorer, truc. On a vu Harden, de bout en bout, qui a fait son match. Ouais. Mais Leonard, j'ai trouvé qu'en deuxième mi-temps, il était beaucoup moins prolifique. Et j'attends un peu plus pour moi d'un Kawhi Leonard, sur le game 2, sur tout le long d'un match. Et pour moi, dans le moment clutch, on sait que Leonard a déjà montré qu'il était clutch sur beaucoup de reprises. J'attends de voir un Leonard un peu beaucoup plus clutch dans ces fins de match-là. Déjà, il a joué 41 minutes. Bravo. Déjà. Déjà, ça, 41 minutes, il enchaîne les matchs et il n'y a pas de load management. Pour moi, c'est les pertes de balles. Je pense que c'est une petite combinaison de tout ça. Je pense que Denver a su prendre soin du ballon parce que les Clippers shootent à 36% à 3 points sur le match. Et donc, au niveau de l'adresse, c'était quand même de qualité supérieure par rapport à des Denver Nuggets, comme tu le dis, qui a un Porter Junior aux abonnés absents, Westbrook qui mange la feuille, 5 sur 17. Mais ils ont pris soin de la gonfle. Ils ont bien géré le 4e quart-temps.
Ils ont mis les gros paniers C'est au ça, moment ok. qu'il fallait. Donc, pour moi, c'est vraiment une série qui peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Et ça va être au niveau de cette rigueur, au niveau de cette discipline dans les moments clés. Parce que, justement, les ballons perdus que tu mentionnes, qui te coûtent le match, au final. Parce que même l'interception provoquée par Russell Westbrook sur la remise en jeu sur James Harden, elle te tue le match. Parce qu'ils sont tout à fait en capacité de mettre le panier, de provoquer la faute. James Harden inarrêtable en 1 contre 1. Et Kawhi, on connaît à quel point il est clutch en fin de match. Donc, bon. Voilà, et c'est cette perte de balles pour Kawhi Leonard en solo. Hein. C'est cette perte de balles. Et ça coûte cher, surtout que Harden en perd que 2. Surtout que lui avait beaucoup la balle, il en perd que 2, mais Harden c'est 4. Leonard c'est 7. Norman Powell c'est 4. Et après c'est 2-2 un peu tout le monde, mais c'est surtout au mauvais moment en fait. Les pertes de balles, elles arrivent au mauvais moment. Mais moi, de souvenir, il y en a des deux côtés. Parce que moi, je vois qu'à la fin, ils sont à +4. Ouais, mais ils ont la balle. Ils ont moitié moins de ballons perdus, Mike. Sur le match. Denver, ouais. Je parle vraiment de la fin. De la fin du match. Ils sont à +4. Ils ont la balle. Pour moi, le match, il est plié. À ce moment-là, ils peuvent tuer le match. Et je crois qu'ils la perdent ou il y a un truc. Après, des deux côtés, c'était un peu brouillon, je trouve. Ouais, mais après, c'est au final, c'est qu'en fait, même pendant le match, je vois même dans le troisième, enfin, même au second quart-temps, quand les Nuggets reviennent à 2 points avant la mi-temps. Ouais. C'est les pertes de balles qu'il faut que les Nuggets reviennent dans le match, en fait, justement. C'est ça, en fait. Moi, je parle dans la globalité parce qu'en fait, quand tu regardes les pertes de balles, c'est 20 pertes de balles pour les Clippers et 11 pertes de balles pour les Nuggets. C'est-à-dire moitié moins chez Nuggets. Après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devenait brouillon aussi. Mais maintenant, brouillon, c'était brouillon positif pour les Nuggets parce qu'ils ont pu mettre les paniers qu'il fallait et brouillon négatif, justement, chez les Clippers parce qu'ils ont même pas pu, en fait, tirer, en fait, le dernier tir, en fait, justement. Ah, mais écoute. Voilà. Bon, c'est de bon augure pour la suite. C'est de bon augure pour la suite. Franchement, je pense que c'est la série la plus. Moi, je pense que c'est la série la plus intéressante d'un point de vue purement basket. Clairement. Mais il y en a quand même une qui vient titiller un peu ce statut. Hein. Ok, dernière série, Lakers. Celle-là, elle me plaît beaucoup. Elle te plaît beaucoup, franchement. Elle me plaît beaucoup, surtout si les Timberwolves arrivent à sweeper le derrière des Lakers. Je le dis, je l'espère. Je vais quitter l'émission. Non, je croise les doigts. Non, je m'en vais. Anthony, est-ce que tu m'entends? Anthony. Anthony, hey brother, listen to me, man. I need you to whoop that ass. Whoop that ass. Whoop Lucas ass. Allez, viens t'asseoir. Viens prendre ta défaite. Viens. Prends. Non, mais bon, c'est parce que c'est un monsieur Lakers là, mais excusez-moi là. Moi, je suis un Lakers. Quiconque peut sweeper LeBron sera mon héros de la semaine, du mois, de l'année, ce que vous voulez. Sweepez-moi ces Lakers. Le petit balai, je peux venir vous le fournir. Vous pouvez faire commande à domicile. Je fais des petits poils de sanglier, des sangliers du jardin qu'on a comme ça. Je vous fais à la commande, parfait. Bon, laissez-le. Il fait pas que ce sera coupé au montage. Laissez-le. Non. Justement, le match, qu'est-ce qui s'est passé dans le match, justement? Parlons d'avant le match déjà. Bon, on connaît Shannon Sharp avec la propagande Lakers in 5. Sauf que, je sais pas si t'as entendu Edwards ce qu'il a dit. Edwards, il disait, moi, j'adore ça. Parce qu'on est continuez pas de parler, gagner, continuez de dire qu'on va se faire boire par les Lakers. On va voir. Et obligé de constater que le mec a répondu présent. Ouais. Il a lavé. Après, je suis pas sûr que j'aime bien le fait qu'il soit en train de trash-talker Lucas. Parce que lui aussi, il aime ça. Parce que quand il a fait son petit truc là où il laisse la main et il regarde Lucas l'a regardé en mode ah ouais. C'est ça qui est beau. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime effectivement. Là où je suis contrarié, c'est vrai que toi, tu sais que je t'aime. Je sais, mais t'aimes pas les Lakers, ça me fait chier. Non, c'est pas vrai. En fait, tu veux pas que juste pour l'embêter. Tu veux pas que LeBron et Bronny James prennent sa bague. Il y a pas de problème. Non, là, mon cœur serait brisé. Non, mon cœur là, non. Il faut énerver. Je dis Bronny James, je dis Voldemort. Non, vraiment, sur cette série, ce qui va être décisif, c'est le trio offensif des Lakers, parce qu'on sait qu'à l'intérieur, ils sont en déficit. Si le trio offensif des Lakers arrive à sortir des matchs corrects, je te demande même pas de sortir des matchs all-time. C'est pas la clé. S'ils arrivent à sortir des matchs corrects, ils pourraient être en compétition, parce que en face, ils ont une équipe qui, mine de rien, est mieux rodée, et mieux fournie, notamment à l'intérieur. Et si Edwards il joue à ce niveau-là, là, c'est compliqué, parce que qui peut défendre sur lui? Mais étrangement, ils sont favoris, les Lakers. Parce que tu dis qu'il y a LeBron, il y a Lucas et tout, mais tu sais, on pense toujours au comptable, on se dit, lui, il met tant de points, sauf que c'est pas, mais c'est pas forcément ça, parce que. En fait, pour moi, dans cette série-là, on sait que, déjà, Minnesota, en termes de défi physique, c'est une équipe qui va poser l'équipe aux Lakers. Qui va prendre les Lakers. Parce que déjà, on l'a vu déjà l'an dernier. Si vous vous souvenez l'an dernier, quand ça joue contre les Nuggets,
Denver ne peut pas que contre Minnesota. Parce que c'était très compliqué. Tell him. Voilà, d'en parler. Et surtout que là, il y a un ajustement, justement, parce qu'on parle d'Edouard depuis tout à l'heure, mais pour moi, le joueur qui fait la différence, c'est Nasrid. Tell him. C'est Nasrid qui fait la différence, parce que si tu regardes le temps de jeu de Gobert, il est divisé, il est 24 minutes. Tell him. Voilà. Donc, pour moi, Nasrid... Ça rappelle pas quelque chose que j'ai dit, Flexa? Ça rappelle pas le fait que je vous ai dit, vous allez voir, Rudy Gobert, son temps de jeu va faire... Et ce qui fait Au fur et à mesure de la série. justement, déjà, il y a eu la grosse adresse de Minnesota où ça a 50% au tir. Tell him. Soit 50% au tir, va pas durer, 21 tirs à 3 points. Et on a vu aussi, justement, que les Lakers avaient très bien, enfin, ils avaient débuté correctement le match, premier quart-temps, avec un Doncic qui était très agressif dès le début, lui, Hachimura. Mais en fait, on a vu aussi un Edwards enfin, une équipe qui n'a pas arrêté d'attaquer sur Doncic, justement parce que c'est le point faible des Lakers défensivement. Et ça, ils vont continuer à le faire parce que Boston avait fait la même chose en finale NBA contre Dallas. Ils ont fait que attaquer sur Doncic parce qu'ils savent que c'est lui le point faible. Donc ça va être ça aussi, ça va être l'ajustement défensif des Lakers, il faudra absolument gérer ça parce que Minnesota va pas mettre autant de 3 points. Maintenant, les Lakers, va falloir gagner le game 2 aussi, mais sachant que Minnesota, c'est pas une équipe qui gère très bien aussi à domicile, hein. On l'a vu l'an dernier aussi, par exemple, pour les Nuggets. Non, c'est pas une garantie. Ils ont perdu quasiment tous leurs matchs à domicile. Donc ça veut dire que c'est pas une garantie, c'est-à-dire que les Lakers, il y a encore quelque chose à faire. Mais maintenant, mais complètement. Et bon, les amis, vous savez très bien que je suis dans une sorte d'exagération juste pour chicoter le frérot, mais et puis aussi parce que ça me fait plaisir, tout simplement. Donc je profite, je jubile. Mais pas sur TikTok, ils vont s'occuper de toi dans les commentaires. Je suis prêt. J'ai les pecs gonflés, y a pas de souci. Mais non. Pour moi, c'est pas la clé, les gars. On peut parler du trio offensif des Lakers. Super, le trio offensif. Ils vont rajouter quelques points. C'est très bien. Mais il faut globalement et défensivement faire un travail beaucoup plus cohérent parce que s'ils shootent à 50% les Wolves, soit c'est au niveau de l'adresse, c'est spectaculaire. Mais il faut voir la qualité des tirs pris. Parce que si tu contestes beaucoup mieux, si tu es plus dans les espaces, si tu laisses beaucoup moins d'infiltration au milieu, parce qu'on a vu Lucas faire les efforts sur la moitié des possessions, on a aussi vu Lucas se faire déchirer sur un dribble. Donc dès que tu commences à avoir des mecs qui sur un dribble sont déjà milieu raquette, ça perfore complètement les lignes défensives. Derrière, ça peut donner des bons ballons dans les corners. Si tu as des tirs en rythme, dans un fauteuil, il y a la qualité au niveau individuel de mettre dedans. Il faut que tu fasses baisser les pourcentages. Comment tu fais baisser les pourcentages? On parlait par exemple du match-up et on rigolait, mais j'étais très énervé sur certains clips où je vois Luka Doncic défendre sur Edwards. Il y a plein de fois où il défend de manière très honorable sur Edwards. Qu'est-ce que c'est l'idée? C'est qu'il a le talent offensif pour mettre les paniers, que tu défendes sur lui ou pas. Peu importe qui s'appelle quoi, qui défend sur Edwards, il peut mettre les paniers. Mais est-ce qu'il va mettre les paniers en prenant 3 dribbles, en faisant un step back et un spin, ou est-ce qu'il va faire un dribble layup? L'énergie que tu vas gaspiller à faire 3 dribbles, step back et spin, c'est pas la même. Et au final, qu'est-ce que tu veux faire? C'est qu'un mec qui tire à 47%, tu baisses son pourcentage à 42%. Si tu arrives à faire ça, tu as 5% gagné. Et quand on joue le jeu du data, hein, en NBA, ils sont très de tout ça, voilà, très axés là-dessus. Bah, c'est ce que tu essayes de faire. Donc, au niveau du tir, Mills, si tu arrives à faire descendre ce 21 sur 42 à 13 sur 42, imagine le nombre de possessions supplémentaires. De plus, qu'est-ce que les tirs à 3 points engrangent? Des opportunités de transition. Des rebonds longs donnent des ballons longs. Les ballons longs donnent un surnombre. Le surnombre donne des contre-attaques ou des tirs en transition. Et les Lakers, ils aiment faire quoi? Faire exactement ce qu'ont fait les Timberwolves. Prendre des tirs à 3 points en première intention. Prendre des tirs à 3 points sur du jeu libéré, du jeu écarté. Ils ont pris le même tir à 3 points. Hein. Pour confirmer, ils ont pris le même tir à 3 points. Mais c'est ça. Mais c'est pas les mêmes tirs. Parce qu'il y en a une qui est dans leur, dans leur soft. Autant de tirs en termes de quantité. Mais là, ce que je veux dire, c'est que là, je pense que je suis d'accord, je parle de rigueur défensif, comment justement le coach Redick va justement s'ajuster pour le game 2, parce que comme on dit, hein, 2-0, c'est très très compliqué en plus de repartir là-bas à Minnesota avec la confiance qu'ils vont engranger, parce qu'on sait que c'est une équipe qui marche beaucoup à la confiance. C'est qu'Edouard, c'est un joueur qui marche à la confiance à partir du moment où il est dans la zone. C'est très très compliqué de le sortir. On sait qu'un Randle un peu plus discret apporte quand même un peu sa dureté, etc. Donc, après, c'est Jaden McDaniels qui finit meilleur marqueur avec 25 points. Oui, 25 points, exactement. Mais il te fait un 11 sur 13 au tir, ça va pas, c'est pas lui qui va reproduire cette performance-là. C'est pour ça que mais s'il y a un mec qui sort du bois et qui arrive à sortir un aussi haut pourcentage, ça peut. C'est pour ça que le game 2 va être très très intéressant. Je pense qu'on va attendre, on va regarder vraiment, avec, attention ce que va faire les Lakers pour le game 2, parce que eux, ils n'ont pas le droit de sortir au premier tour. Les Lakers, ils ne peuvent pas sortir au premier tour. À partir du moment où tu prends Luka Doncic dans ton équipe, tu as assimilé
LeBron James et que tu finis la saison comme tu l'as fini, tu peux pas te permettre de sortir au premier tour. Donc eux, vraiment, on va avoir l'attention sur eux. Je pense que c'est l'équipe, justement, qui ne peut pas perdre. Non, mais ils inspirent pas. Ils Ils vont inspirent pas. perdre. Et t'es d'accord avec moi, Mike? Ils inspirent pas la peur non plus, ces Lakers-là. Non, C'est-à-dire que pas du tu vois tout. comment se sont comportés les Timberwolves, que ce soit Nasrid ou autre, ils mettent les paniers, ils se retournent vers le banc, ils haranguent, ils provoquent. Cette équipe des Lakers. Non, mais ils ont fait un beau run aussi l'an dernier, donc ils sont quand même, ils sont pas intimidés, hein, Ouais, c'est dans ça, tous les cas. Ça fait quoi? Sont- C'était finale de conf, hein? Ouais, finale de conf. Finale de conf, il perd contre Il perd. Dallas, justement. Ouais. On a Il perd quand même contre Doncic. Luka, que- donc c'est là que tu dis que c'est un peu dangereux, mais c'est pas la même équipe, c'est pas la même configuration, et forcément les Lakers avec à l'intérieur ils savent qu'ils ont pas grand chose pour défendre sur eux, et LeBron James qui reste LeBron James, c'est quand même vieillissant. Bon, Edwards, on connaît Ouais. la confiance qu'il a en lui et ses capacités. mhm. Et moi ce que j'aime bien, c'est qu'il dit ouais, qu'est-ce qu'il y a, on joue. Bah ouais, bien sûr. Et c'est ça qu'on attend des playoffs. Mais tu viens de dire un truc de ouf en vérité, parce que si ils sont sortis au premier tour là, quid de Luka, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a pas signé, comme tu dis. Ouais, donc, Enfin voilà. bref, il y a Il y a un truc, en tout cas, c'est le en tout premier cas, match. les Lakers, ça va être l'équipe, en tout cas, à l'ouest, qui ne peuvent pas perdre. Parce qu'encore là, on n'a pas encore pas des matchs qui vont arriver ce soir à l'heure où on Donc tu veux dire parle, là. que Adam Silver va. Non, donc Oh, je les insinuations, monsieur. Non. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mhm. bon les gars. Écoute, là, on en a beaucoup à dire. on a dit beaucoup de choses, voilà, sur les premiers matchs. Ce ne sont que Les premiers les matchs. premiers matchs. C'est de bonne augure pour la suite. Franchement, en termes de basket, là, c'est intéressant parce que là, ça y est, on est arrivé au moment où l'NBA nous offre ce qu'elle a Mhm. de meilleur à offrir. Ouais. Les playoffs avec Le des nectar. défenses, avec des grosses performances de plein de joueurs qui sont vraiment en pleine bourre. Monseigneur Mike, t'as un favori pour ces séries? Cette série-là, Timberwolves, Tu penses vraiment qu'ils vont l'emporter? My man. vraiment. Ok. Vraiment, je pense que ces assemblages-là de méga stars, tu vois. Ça marche pas forcément. Bah, t'as vu les Suns, hein. Ouais. Ah, pff. On va faire un truc sur les Suns. Vraiment, ça va être... Ouais. faudra vraiment qu'on parle de cette équipe, de pourquoi, comment, parce que en Suns. réalité, ça s'explique. Ouais. Le Je pense fiasco- je pense que le trade est intéressant pour les Lakers sur le long terme. Ils ont une méga star aux Lakers pour, j'espère pour eux des années. Mais l'équipe, pour moi, là, l'intérieur, c'est trop faible avec le départ de AD, là. Et c'est trop fort, Timberwolves. Ça, c'est une équipe rodée, ça. Ça, c'est une vraie équipe, ça. Je suis d'accord. En tout Je suis cas, moi, d'accord. Lakers in 6. Hein. Moi, je vous dis déjà, Lakers vont gagner Hein 6 matchs. Lakers vont gagner en 6 matchs. Moi, je suis Lakers, donc je peux pas dire autre chose. Lakers in 6, les gars. Mais Parce que Minnesota aussi, Faut j'aime être- bien Tu te avoir rappelles faut comment être j'étais objectif. supé par les Nuggets, là tout, bah, c'était mignon, ça. C'était très mignon. bon, c'est des choses qui arrivent. Jamal Murray, il était vraiment trop fort. Bon, les amis. Mike. Rapidement, juste pour te demander, en termes de basket, NBA, tu suis, t'es assidu, tu regardes tous les matchs? En playoff, non, pas tous les matchs, mais le plus possible. D'accord. En saison régulière, non. Je regarde beaucoup de résumés, je regarde de temps en temps. Mais en playoff, là, pour moi, ça commence là, la saison. D'accord. Pour moi. Ouais. Ça commence la saison Ah, carrément. mais comme pour beaucoup. Hein. Exactement. Donc, faut parler aussi de ta musique. Le fait qu'on te fasse venir ici aussi, c'est aussi parce que t'es un passionné de basket. Ouais. Mais voilà, comme je l'ai dit dans la présentation, t'es le plus qu'un riz des basketteurs, Mhm. des rappeurs français, lapsus révélateur. Mais au niveau de la culture, des maillots, des équipes, effectivement, on est des 90s baby, enfin des 80s baby, donc on a grandi dans les années 90. Toi, si tu devais me donner ton équipe, ton basket, ce serait quelle équipe et quelles années? Ah là là, c'est dur ça. C'est dur. J'ai plusieurs. Allez, on t'en donne. Plusieurs J'ai écoles. découvert le basket. C'était l'époque Georges Eddy, tu vois. D'accord. Et les Bulls, tu vois. Jordan, c'était la claque, tu vois. Ma mère, elle savait pas où me mettre. Tu sais, mère célibataire, elle dit c'est un garçon, il kiffe le foot. Elle m'a mis dans le foot, j'ai détesté. J'ai essayé d'autres trucs et quand j'ai vu tu vois, le basket, j'ai tout de suite coup de foudre, tu vois. Donc forcément années 90. Je connais encore mieux cette époque-là que l'époque d'aujourd'hui, pour te dire. D'accord. Tu vois. C'est celle où t'as vraiment été baigné dans le délire et surtout où t'étais assidu et passionné. Vraiment. Il y avait, le titre 91 des Bulls, là,
Ok, Je me t'étais rappelle là. de chaque tour de playoff, de tout, tu vois, c'est plus que l'an dernier, quoi. C'est dingue, hein. C'est dingue, hein. C'est très ouf, ouais. Ah. Mais c'est aussi normal. C'est aussi... mais après, on va voir hein, si t'as les deux petits là qui tombent dans la marmite, là, ça va peut-être te replonger dans une assiduité. Ouais, plus c'est importante. son demandeur. Après, je pense que de manière générale, la jeune génération, j'ai des potes qui ont des enfants plus grands que les miens, qui sont à fond dans le basket, ils se tapent pas les matchs en entier. C'est une génération qui consomme pas les longs formats en règle générale. Ah, c'est des Et Et résumés, les c'est matchs, des- ça les fait chier. Pourtant, ils adorent le basket. Mais les matchs entiers, ça les fait chier. Je pense que les playoffs, c'est différent. Ouais. Mais les matchs de saison régulière. Ok. C'est une autre Ouais. génération. Ouais, ouais. Mais de toute façon, il est installé confortablement. On a On a un petit épisode de on a un truc prolongation là. prévu parce que on aime honorer nos invités et on va le faire tel qu'on sait le faire. Donc reste bien confortable parce qu'on a un épisode prolongation très sucré qui arrive, ça c'est certain. C'est l'heure de. Attends, je veux quand même dire un truc encore, juste Oh. pour finir de répondre. Pardon. Excuse-moi. Pour finir de répondre. Donc, il y a ça, mais je reconnais que je suis pas forcément nostalgique Du basket d'avant. des années 90. Tu vois, avec des scores finaux 82, 78, avec beaucoup de lancers francs, un jeu très haché. J'ai kiffé quand j'ai vu arriver les Suns, là, le mec d'Anthony, où ça Ok. balançait à 3 points. Ok. Et j'ai kiffé les Suns, tu vois, à cette ok. époque-là. Ok, Donc, ok. j'ai Steve kiffé Nash, Steve Nash, tout ça, avec, Stoudemire, ouais, tu vois, Sean Marion, tout ça, Barbosa, ok, c'était- ouais, j'ai je kiffé vois. cette époque-là, Ok, cette ok, ok. équipe-là. Barbosa. Et pour moi, c'est ça qui est devenu le jeu des Warriors ensuite. Et je kiffe ce jeu-là aussi. Ah, Donc, pour te répondre, D'accord, tu non, vois, mais je suis c'est attaché intéressant, à c'est toi, intéressant. Donc ton basket actuel, c'est le basket des Warriors. En tout cas, qui a cet ADN. Cet ADN un petit peu transmise par les Suns aujourd'hui, oui. de Nash. Je préfère basket ce jeu-là total. que le jeu Rugo Denix, par exemple. Je suis moins fan. D'accord, Aujourd'hui. D'accord. D'accord. Écoute, on aura l'occasion d'en parler dans l'épisode de prolongation. Toujours dire que ton dernier album qui s'appelle Synesthète. Synesthète, qui est toujours dans les bacs. Il y a plus de bacs, Ouais. mais toujours sur les Ouais, plateformes. il est dans les bacs. dans les bacs, ouais. Alors, j'invite nos téléspectateurs à aller checker la musique, les vidéos aussi, les Mikey Mike Life. Mike Life. Ouais. C'est des vlogs. C'est des Le vlogs, blog, c'est des ouais, petits on me suit un peu dans mon documentaires sur- quotidien, dans tout ce que voilà. je fais. Ouais. On voit tout ce que tu fais. Je vous invite à aller voir. C'est très, très intéressant. C'est très intéressant et on peut découvrir l'univers du monsieur. Voilà, Un rap de bonhomme. les collaborateurs On prévient tout de suite. avec Un lesquels rap il de travaille. bonhomme. C'est très intéressant. Vous verrez que Ah, ça comment on vous- les aime. On aime le jeu musclé, on aime le rap musclé. Bon, Et allez. surtout, on vous invite à vous abonner sur toutes les plateformes parce que vous savez que sans vous, il manque un petit truc. N'hésitez pas à nous poser vos questions. N'hésitez pas à nous suggérer les thèmes. On vous l'a dit, on aime bien simplifier la vie. Si vous nous donnez des thèmes intéressants, on va se faire un grand plaisir de les traiter. Toujours avec nos invités de qualité. @StomorShow. Vous savez où c'est, vous n'avez pas d'excuses. Et on vous remercie beaucoup pour les retours parce qu'on ne prend pas forcément le temps de vous remercier, mais on est très attentif à ça. On essaie de le faire en tête par tête, en DM à chaque fois que vous envoyez des messages. Les commentaires, on les voit passer sur toutes les plateformes. Merci du fond du cœur. Et puis, on continue d'avancer. On vous donne rendez-vous déjà pour le prolongation qui va arriver avec Monseigneur Mike. Et puis, les épisodes suivants dans les semaines à venir. Peace. Les cousins Favre. Je voulais placer. Bon. Attends.